On a le droit d'avoir une tablette, nous aussi C'est pas une tablette. Je te donne une petite bouteille d'eau, c'est 8 €. Tu m'envoies un petit média après. Cette émission, les gars, c'est avant tout un partage. Fumble a bag, now I when I fumble a bag. Yop les potes, on est sur la chaîne. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Hawk Invest pour le Media Merge numéro 2. Le premier a eu lieu il y a à peu près 6 mois, au moment où Ether est passé en Proof of Stake. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir ces incroyables personnes, ces 3 médias français. Coin Academy avec Léo CryptoPixou. On m'applaudit. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Antoine, aussi connu sous le nom de Esprit Cryptique sur Twitter. Salut Donc, tout le monde. Salut les gars, bienvenue. Je m'appelle Et Lilian Aliaga chez Cryptost, mais on le voit plus souvent chez BFM que sur Twitter. Donc, salut tout le monde. Et Artem. Et Artem. Salut. Artem de Bien sûr. Hawk. Merci. Allez, On l'applaudit quand même. Merci. Dans la première édition, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé un truc qui était un peu plus une overview de ce qui s'était passé en été. Et on s'est dit que cette émission-là, on allait faire un peu plus une discussion. Parler un peu plus des sujets d'actualité, puisque c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui tous dans notre métier. Et revenir sur ce qui fait un peu plus de bruit, ce qui a lieu en ce moment sur le marché, sachant que la vidéo sera montée en 3 jours seulement. Donc les gens auront Pression. ça très fraîchement disponible sur notre YouTube. Et en tout cas les gars, moi je suis très content de vous accueillir. En De sachant même. qu'on sort de Merci à NFT toi. Paris, c'est un plaisir. D'où Ouais. les cernes. Ouais, c'est ça, c'est la fatigue. Mais écoutez, puisque c'est une discussion, on n'a préparé que quelques sujets et ensuite le but c'est qu'on discute tous ensemble, qu'on donne notre point de vue. Donc chacun a son micro, chacun a son mot à dire. Donc on peut se parler dessus. Si je veux pas, je mute quelqu'un. Donc je peux cancel l'un de vous. Tu peux le mute hein, si jamais. Antoine, on n'a pas activé son micro, c'est juste un prop. Écoutez les gars, la première chose qui va, je pense, être la plus importante cette année, on s'y attendait déjà, ça va être la régulation. Notamment avec la SEC, Gary Gensler, qui est vraiment en croisade contre l'industrie crypto. Déjà, votre premier avis par rapport aux dernières choses qui ont eu lieu, par exemple, on a eu le BUSD qui n'a plus le droit d'être émis, on a eu Kraken qui n'a plus le droit de proposer son produit de earn, on a eu la NBA qui se sont fait interdire leur collection de NFT puisque c'était considéré comme une security. Quel est votre avis par rapport à ça? Je sais que, par exemple, à Cryptos, vous avez sorti un article avec Reed et Thibaut de chez Meria qui était justement rentré là-dessus. Donc, si vous voulez, on peut commencer par ça. Avec plaisir. Vous voulez lancer Allez, sur Lilian, ce vas-y. sujet? Allez, jette-toi. Non, en plus, c'est pas moi qui ai fait cet article-là. Bon, après, c'est un sujet, je pense, qu'on suit tous plus ou moins. Bon, c'était quand même assez soudain ce qui s'est passé, puisque pour le contexte, pour ceux peut-être qui n'ont pas le contexte, on a eu, je pense que c'était en début de semaine dernière, Paxos, donc, qui est la société qui émet le stablecoin BUSD de Binance, qui a été donc interdit d'émettre ce stablecoin à partir de maintenant par la SEC, puisque ce stablecoin était considéré comme une valeur mobilière. Donc pour Binance, évidemment, c'était quand même un coup dur, puisque c'était le stablecoin de la plateforme, avec en plus tous les sujets qu'il y a autour de l'USDT, de Tether, etc. Il y avait vraiment un marché pour Binance pour aller chercher une place plus importante sur le marché des stablecoins. Et donc, Changpeng Zhao lui-même l'a annoncé, voilà, petit à petit, le BUSD va perdre en capitalisation et probablement disparaître, puisque on ne peut plus les mettre. Et donc, ça ouvre un peu les portes à toutes ces problématiques de régulation. La SEC continue un peu sa croisade, et on a eu aussi, donc, dans le même temps, la SEC qui a donc demandé à c'était Coinbase ou c'était Kraken. Mais Coinbase avait émis des doutes sur... en tout cas, avait tout à dit fait. qu'il craignait que ça soit requalifié. Ça a commencé en fait avec Coinbase, C'est Brian Armstrong qui avait c'est d'abord... par rapport au BUSD, mais pas par rapport à Kraken. Par rapport au ça a bien staking aussi. commencé par, Ah ouais par lui. La veille de Ouais, Kraken, tout à tu as Brian Armstrong qui avait tweeté, qui avait dit Oui, qu'il avait peur, qu'il y avait eu une fake news qui avait circulé comme quoi Coinbase allait être interdit d'offrir des services de earn, de staking. Et il avait démenti ça, mais en disant, par contre, il y a un vrai risque en ce moment, on le sent, que le staking soit requalifié comme security. Ouais. Et donc derrière, 2 jours après, même le lendemain, je Non, crois. c'est le lendemain, ouais, Ouais, exactement. Tout à fait. Donc c'est arrivé avec Kraken qui a été forcé donc de payer une amende et de retirer cette fonctionnalité-là. Alors il y avait un peu d'ailleurs à ce moment-là des doutes, des incompréhensions sur le fait que est-ce qu'ils veulent interdire le staking, est-ce qu'ils veulent interdire le proof of stake
ou est-ce qu'ils veulent interdire tous les services de staking? Parce C'est que vraiment deux choses oui, différentes. C'est vrai, Faut bien parce que c'était préciser. staking as a service, c'était Voilà, pas, exactement. c'était pas le staking C'est-à-dire directement Toutes les on-chain. plateformes qui permettent à un utilisateur d'accéder aux fonctionnalités de staking. Donc ça c'est ce que la SEC veut interdire. Le proof of stake en lui-même n'est pas Exactement. particulièrement visé par ça. En tout cas, pas pour l'instant, on l'espère. Mais donc, ouais, Kraken a été obligé d'arrêter ça. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'autres plateformes qui ont dû être Que aux obligées de États-Unis, suivre. du coup? Que aux C'est Que que aux aux États-Unis, États-Unis, bien sûr. exactement. Mais ouais. ça pose la question de l'harmonisation de ces normes dans d'autres régions, sachant que les États-Unis font un peu la pluie et le beau temps en matière de régulation. Mais en Donc, fait, justement, c'est ce que tu soulèves un bon point, Léo, parce que dans le sens où aujourd'hui, ça a été interdit uniquement aux US. C'est-à-dire que Kraken Earn, aujourd'hui, est toujours disponible en Europe. Nexo, exactement la même chose. Et en fait, on revient sur ce point, et c'est ce que je trouvais bien, qui était soulevé par justement, je crois que c'était Thibaut ou Ritz qui ont dit ça dans l'article de Cryptost, c'est que l'Europe a fait pour une fois les choses différemment, dans le sens où ils n'ont pas essayé d'intégrer les cryptos à quelque chose qui était déjà existant. Ils se sont dit, on va faire un nouveau framework, Un nouveau cadre. un nouveau cadre justement par rapport à cette nouvelle classe d'actifs, ce qui laisse en fait penser à ce que peut-être que on aura un pas d'avance sur les US qui vont tout qualifier de security par rapport, et c'est Exchange and Commission Act, je crois que c'est 1907, un truc comme ça. Donc enfin, Ça date un C'est peu. un truc ancestral qui ne s'adapte pas du tout aux cryptos. Non mais voilà. Mais il y a c'est- il y a une vraie opportunité à saisir pour l'Europe parce qu'on a critiqué avec Mika et TFR, donc on ne va pas rentrer peut-être dans les détails, mais c'est des textes qui ont fait l'actualité en 2022. On avait critiqué beaucoup le positionnement assez agressif de l'Europe avec un cadre qui était en train d'être mis en place en disant que on était en train de tuer l'écosystème avec la régulation. Finalement, on voit que les États-Unis essayent de faire entrer un cube dans un rond avec les securities. Hein, la métaphore est belle. Au moins tout le monde comprend. Parce que... Voilà, on comprend. Et donc l'Europe a peut-être voilà, une opportunité à saisir. Moi, j'espère juste qu'on ne va pas directement copier ce que font les États-Unis en requalifiant des actifs numériques. Parce que ça pourrait représenter définitivement cette fois peut-être tuer l'industrie européenne. Donc je pense qu'il faut qu'on continue dans ce qu'on est en train de faire au niveau européen. Et il y a vraiment une opportunité à saisir. On parlera peut-être après de l'Asie qui joue aussi son rôle de son côté. Mais voilà. Oui. Ouais, vas-y. j'ai une question aussi, c'est que est-ce qu'ils sont véritablement là pour protéger au final l'utilisateur final, le client, et apporter de nouvelles solutions, ou est-ce que c'est juste pour bannir et faire mal? Parce que au final, Le régulateur. Gary ouais, le Gensler, régulateur, et Ouais. notamment aux États-Unis, et je pense notamment à Paxos avec le BUSD, est-ce que l'objectif c'est au final d'éradiquer les stablecoins et d'arriver avec un stablecoin, ou peut-être de s'associer parce que j'avais entendu pas mal de choses, j'avais regardé notamment Coin Bureau qui était justement très bien renseigné sur le sujet avec Circle, et qui disait que justement Circle était assez près des États-Unis et qu'il pourrait être l'émetteur officiel d'un stablecoin dollar et un petit peu avoir un monopole en tout cas sur ce marché-là. Je ne sais pas si vous avez des Pour informations l'instant, sur c'est un ça. peu incompréhensible. Enfin, si c'est un peu incompréhensible dans le sens où le BUSD, en plus, c'était le stablecoin le plus régulé aux États-Unis, puisque De par Paxos. ouais, grâce à Paxos. Et donc c'est le premier sur lequel ils ont tapé. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Et pour l'instant on voit que les autres stablecoins qui sont émis donc par Tether ou par Circle, enfin par Circle on va dire, pour l'instant n'ont pas été impactés et ça c'est assez étonnant. Donc, je sais Paxos pas, émet même le USDP de Ouais, mémoire, exactement. ouais. qui lui n'est pas impacté. Donc, Non, alors tout à que fait. c'est Mais la en même- fait- enfin, c'est en fait, grosso modo le même ça- fonctionnement. donc. Ça venait du BUSD sur la Binance Smart Chain, il me semble, lorsqu'il n'était pas assez collatéralisé. En fait, pour revenir justement à ta question, Léo, je pense que Gary Gensler est loin d'être con. Et je pense qu'il a eu une carrière assez brillante dans le milieu institutionnel classique, où il a mis énormément de bancaire. régulations en place, où il a régulé les institutions financières aux États-Unis, où il a été très successful par rapport à ça, donc il a été reconnu pour ça. Donc aujourd'hui, la place qu'il occupe, ce n'est pas pour rien. Et je pense que tu as un côté aussi où, aujourd'hui, le milieu crypto, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas et on le sait. Et on le voit, que ce soit l'insider trading, que ce soit les manipulations du marché, que ce soit le marché qui est censé être un actif refuge ou je ne sais pas quoi, et au final on suit les valeurs boursières aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et je pense qu'en essayant de réguler les bons acteurs dans un premier temps pour qu'ils soient le plus compliant possible, pour qu'ils aient aucun souci dans un premier temps, je pense que c'est sa priorité aujourd'hui. Avec l'affaire FTX, je pense que ça a largement accéléré les choses. Ils sont obligés un petit peu d'avoir bien un sûr. acte politique. Moi, il y a aussi un autre point qui m'intéresse, c'est récemment, il y a une news comme quoi on va être obligé d'avoir des sociétés spécialisées dans la custody
et qui vont être justement responsables de la custody pour les exchanges en fait. Avec les exchanges, Ouais, parce qu'ils veulent scinder, ouais. exactement. Et tu vois, le problème de ça, c'est que c'est bien d'avoir des acteurs qui sont spécialisés et qui vont pouvoir gérer la custody et justement faire en sorte que y ait bien les fonds des utilisateurs et qu'ils ne soient pas manquants et que voilà, ils ne soient pas en train de faire des longues en x100 sur BTC comme avec Alameda et FTX. Mais l'autre souci, c'est que aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun véritable acteur agréé pour le faire. Et Fireblocks, il me semble qu'ils font ça aujourd'hui. c'est très Mais enfin, Mais en fait, on revient, les cryptos, c'était censé être la désintermédiation. Et aujourd'hui, avec la régulation, on revient en fait en arrière. On rajoute de plus en plus d'intermédiaires parce qu'aujourd'hui, soit les gens ont la flemme de se responsabiliser, de sécuriser par eux-mêmes leurs cryptos, d'aller sur des protocoles qui proposent du trading décentralisé ou autre. Et je comprends parce que des fois, tu as un bon père de famille qui veut faire du DCA, qui n'a pas envie de sécuriser son MetaMask, qui n'a pas envie de mettre un multisig ou quoi. Et de l'autre côté, tu te dis, donc tu as les gens qui ne veulent pas se responsabiliser et tu as aussi ces sociétés, j'ai totalement perdu ce que je voulais dire, c'est un enfer. Je voulais en venir avec ça. Si tu veux, je prends le relais, mais tu dis par exemple qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'écosystème crypto. Et par exemple, on parlait du staking avec Kraken qui a été voilà, mis à l'arrêt aux États-Unis. En fait, cette solution de staking, justement, on peut lui faire des reproches, dans le sens où en fait, ce que proposait Kraken, c'est simplement une sorte de pool où on amenait nos cryptos, on nous disait vous avez tel rendement, et puis derrière, qu'est-ce qu'il en est fait, on ne sait pas trop, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on ne sait pas vraiment si les cryptos sont réellement stakés, à partir du moment où on ne sait pas trop d'où vient le rendement, peut-être qu'il y a une partie qui va dans le staking, peut-être qu'ils se servent d'une autre pour faire de l'apport de liquidité, on ne sait pas trop. On pouvait reprocher en effet à Kraken ce type de solution earn. Donc ce qu'a fait la SEC, c'est violent, très soudain et ça pose plein de tous questions. fait en même temps en fait, Voilà. c'est ça le problème. Ouais. Et ça pose, Exactement, voilà, c'est une claire offensive, faut dire les mots, je pense qu'il y a une claire offensive de la SEC actuellement sur le marché crypto et notamment avec la qualification de security. Mais il y avait des choses à reprocher à Kraken, il y a des choses à reprocher à Coinbase, à Binance, etc. Donc voilà, autre exemple, on avait la possibilité avec Kraken de déstaker ces fonds, de les enlever de Kraken Earn en une journée. Alors par exemple, si on fait du staking on-chain, c'est 14 jours, 21 jours, ça dépend des actifs. Donc c'est aussi une concurrence déloyale envers les solutions. Ça a été enlevé parce que justement c'était le risque d'un bank run. Tout à fait. Mais oui, je me rappelle. Mais ça pose aussi la question des fonds en fait. C'est-à-dire que si les fonds sont retirables en un jour, qu'est-ce qu'il en est fait? En fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, et je pense qu'ils le stakaient, mais vu que, en fait, les exchanges, il faut savoir qu'ils ont un très gros volume de liquidité. Il n'y a pas tout le monde qui fait du staking. Bien sûr. Tu as juste des gens qui déposent les sous sur le protocole. Donc en fait, des fois, je pense que c'est avant FTX. Je ne sais pas quand ça a été mis en place, mais je sais que pour Polkadot, pour aujourd'hui, c'est retiré, c'est 28 jours. Donc le kill est de on-chain. Mais avant FTX, quand les gens se mettaient à retirer leurs cryptos et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les fonds, je pense que c'est à peu près le même raisonnement ici, c'est qu'il y a une partie qui est réservée en staking et ils piochent dans les fonds des autres utilisateurs, ce qui fait que les fonds en réalité ils sont mélangés. Mais on en revient à FTX, tu vois. Quand on sait ce genre de exactement. choses et qu'on voit ce qui a C'est été ça. fait avec FTX, c'est du pain béni pour le régulateur pour justifier des mesures. Mais c'est compliqué pour eux de ne rien faire aussi. Je pense qu'il y a aussi un monde où s'ils ne lancent pas cette offensive, quelle image ça donne? Il y a tellement de gens qui ont perdu des fonds avec FTX. Bon, on nous raconte à longueur de journée que FTX et FTX US c'est deux choses différentes et que FTX US c'est solvable. Bon, j'ai quelques doutes, mais je pense que dans tous les cas, ils sont obligés d'être agressifs sur ce sujet-là parce que voilà, aujourd'hui, tu as des consommateurs qui doivent venir vers eux et ils ne peuvent pas être là sans réponse et ne rien faire. En plus de ça, ça a touché les plus gros acteurs, même politiques, avec tout ce qui est donation, etc. Donc je pense qu'ils doivent un petit peu donner l'exemple et je pense que c'est un petit peu cette démarche-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est évidemment l'Europe. Est-ce qu'ils vont copier-coller ou pas? Justement, là-dessus, moi je trouve que là, de mon point de vue, la réaction des États-Unis, c'est plutôt une réaction de retardataire. L'Europe est vraiment, pour une fois en avance, a réussi à construire un cadre réglementaire grâce à la loi MiCA, quelque chose qui est très ordonné, préparé. Alors c'est vrai que on peut critiquer, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, et pas qu'un exchange, parce qu'on parle des exchanges particulièrement là, ou des entreprises qui proposent du service de staking, etc., n'importe quelle entreprise qui va vouloir se construire sur la technologie de la blockchain, proposer tout un tas de services, même si ce n'est pas forcément des services financiers,
elles ont besoin d'un cadre réglementaire pour se développer. En France, je dis en France parce que ça s'est passé, parce que Mika est passé justement dans les dernières minutes de la présidence de la France à l'Union européenne, mais en Europe plus généralement, on a un cadre réglementaire qui est déjà bientôt en tout cas défini. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a rien, donc ils sont vraiment en retard là-dessus. Et on reviendra aussi sur le sujet de l'Asie qui commence un peu à se remuer actuellement pour essayer de rapatrier aussi des acteurs crypto. Mais on l'a vu avec Binance qui s'est précipité sur le PSAN pour pouvoir avoir sa porte d'entrée vers l'Europe, tout un tas d'autres grands acteurs qui se sont précipités aussi. En Europe, je pense qu'on est en avance et je ne pense pas qu'on va aller copier ce que fait les États-Unis puisqu'on a déjà ce cadre qui est mis en place avec Mika et qui va bientôt être mis en production entre guillemets dans d'ici 2024. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le cadre réglementaire, ça soit une bonne chose et ça met plus de clarté pour les entreprises. Elles comprennent mieux ce qu'elles peuvent, ce qu'elles ne peuvent pas faire, comment est-ce qu'elles doivent procéder, etc. Ensuite, pour moi, aujourd'hui, les sociétés d'exchange vont aller chercher le volume. Aujourd'hui, les plus gros volumes sont aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si de ce que la SEC fait actuellement, si ça aurait réellement un effet plus tard. Parce que je pense que les exchanges vont toujours vouloir aller aux États-Unis à tout prix, parce que c'est là qu'il y a les fonds, c'est là qu'il y a de la liquidité. Donc s'ils peuvent aller en Europe entre-temps et dire voilà, on correspond au standard européen, vous devriez mettre en place une régulation. À ce moment-là, les États-Unis se penchent sur une nouvelle régulation. À ce moment-là, c'est quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, je reste persuadé que le terrain de jeu pour les exchanges crypto et les entreprises crypto, c'est les États-Unis. C'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a les fonds. L'Europe, pour moi, c'est une utopie de croire qu'on va saisir tout le volume qui vient des États-Unis. Alors c'est vrai, mais tu vois quand même que là, on a parlé des security commodities, donc on est un peu parti sur d'autres sujets de régulation après. Mais si vraiment on a une offensive directe des États-Unis sur la qualification de security et que ça s'applique à tous les altcoins, je pense que ça changera clairement la donne et c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de l'écosystème crypto. Je pense que c'est le prochain truc. Si, pour Léo, tu nous feras peut-être une analyse un peu plus technique après du marché, mais pour ceux qui imaginent un marché aller un peu plus bas que ce qu'il est allé ces derniers mois, je pense que la qualification de security sur les altcoins serait le déclencheur d'une belle baisse. Donc c'est vrai. Mais j'attends de voir quand même en fait comment va se comporter la SEC vis-à-vis de cette qualification de sécurité. En fait, elle tourne autour depuis des années. Là, on a une actualité très récente, mais en fait, ça fait à peu près depuis les ICO en 2017 que c'est un vrai sujet. On a le procès avec XRP aussi, Ripple, qui est en cours depuis 2020, voilà, et qui doit sans doute se terminer à l'approche de l'été. Donc, on sent que voilà, là, on est dans l'offensive finale entre guillemets, et qu'on va en savoir plus dans les mois à venir. Ça va avoir une incidence énorme. Pour moi, c'est vraiment la chose à surveiller. Ça aurait quoi comme incidence pour vous, techniquement, si la majorité des altcoins sont reconsidérés en fait, c'est simple. Si la SEC gagne contre XRP, ça leur donne un précédent pour qualifier la plupart des jetons. Bien sûr. Mais on peut peut-être expliquer quelle est la différence en fait entre commodity et security, parce qu'en fait, c'est des termes qu'on voit souvent passer. Et c'est vrai qu'on dit tous, si c'est une security, c'est terrible, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc en fait, très rapidement, une commodity, ce sont des matières premières. Donc Bitcoin, selon Gary Gensler par exemple, serait une commodity. Une security, c'est un actif financier de type action, obligation. Et en fait, la conséquence, c'est que ça engendre une obligation de déclaration de compliance beaucoup plus important, d'enregistrement, voilà, beaucoup plus important, donc beaucoup plus coûteux, et qui aussi est difficilement compatible avec l'idéal de décentralisation de l'écosystème crypto. C'est-à-dire que ça serait compliqué de dire tu vas lancer un altcoin et tu dois t'enregistrer avec une entreprise derrière, mais l'altcoin est décentralisé. Non, ça va être compliqué de jouer sur la narrative décentralisation en voulant se conformer au statut de sécurité. Et surtout que les exchanges pourraient délister beaucoup d'altcoins si elles sont considérées comme des securities, parce que du coup, aux US, si eux ils sont régulés, compliant, etc., ils ne peuvent pas se permettre de lister des securities, en tout cas des cryptos qui ne rentrent pas dans le cadre. Donc ça, c'est le principal risque, parce qu'aujourd'hui, si une crypto est délistée d'une énorme place de marché, en général, elle perd largement sa valeur. En fait, ce serait terrible pour les altcoins, c'est certain. Bien sûr, et security, tu as aussi une sorte de promesse de rendement, parce que par exemple, on voit que la SEC est de moins en moins, elle accepte de moins en moins la promotion de rendement. Et notamment, c'est ce qui m'a fait rire beaucoup avec NBA Top Shots. NBA Top Shots. Je crois que c'est Top Shots, je ne suis pas sûr si c'est ça, mais peut-être. Parce qu'ils avaient deux trucs.
la pense NBA. pas. Je pense pas que ce soit. Ah ouais Je crois pas que ce soit Top Ça Shot, lié à c'est Top l'autre, Shot. c'est Moments, NBA Moments. Ah, un truc ok, comme ok. ça. C'est les Ouais, vidéos de les vidéos matchs. des meilleurs ouais. moments des matchs. Ouais, Les highlights. exactement. Ouais. Et en gros, c'est sur quoi le juge s'est basé pour procéder avec le procès qui avait lieu, c'est qu'ils avaient utilisé des emojis de fusée, de sommes d'argent et de l'argent qu'ils volent, C'est pour vrai. dire, ce qui indiquait qu'il y aurait un profit financier. Mm. Et c'est Mais- ça qui a été qualifié de security. Et le problème aussi, moi j'ai pu avoir des discussions avec les plus grosses collections NFT du monde, hein, globalement. Avec NFT Paris, on a discuté avec pas mal d'interlocuteurs. Et ils nous disaient que déjà lancer un token aujourd'hui, c'est inenvisageable parce que ça les expose à beaucoup trop de soucis. Et je parle notamment des plus grosses collections NFT avec lesquelles j'ai discuté. Certaines qui ont même promis un token et qui ne l'ont jamais lancé parce que justement, d'un point de vue régulation, ça amène trop de problèmes. Et surtout, ils me racontaient aussi, ces personnes-là, que leur manière de communiquer va devoir changer parce qu'ils ne peuvent plus communiquer d'une manière qui laisse présager une potentielle fluctuation ou un impact de C'est exactement spéculation ce que tu dis, sur, ouais, c'est ça, ouais. sur, On va par exemple, ces maintenant NFT-là. faire attention aux Donc, emojis, Exactement, ils aux peuvent, tournures de ils peuvent phrases, plus etc. dire, Quel enfer. ils peuvent plus laisser présager l'appréciation potentiellement d'un token suite à une annonce, ou ils peuvent même plus annoncer comme ils veulent leur roadmap. Moi, Donc, Doge Rocket 69. Voilà. C'est pas Après, un bon investissement, là. ça pose plein de questions sur les pratiques actuelles marketing de l'écosystème, mais en soi, c'est normal qu'on aille dans ce sens-là aussi, tu vois. Enfin, Ah, je suis d'accord, on parce que avait ça des assainit techniques l'écosystème. marketing qui Est-ce que étaient hyper agressives. est-ce que c'est qui ont- réaliste? Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça pourrait être appliqué? Ça, c'est encore Tu autre vois, chose, parce et qu'aujourd'hui, c'est une vraie si question. on déliste, s'il reste que Bitcoin, bon. Bah, c'est-à-dire que si on considère c'est que la vraiment SEC applicable. souhaite protéger l'investisseur, mais qu'elle qualifie de security tous les altcoins qui s'effondreront automatiquement, je suis pas sûr que C'est mettre en danger le c'est consommateur. mettre au en danger final. le consommateur Ah oui, tout à dans un fait. certain point. Donc en fait, je pense que la SEC est aussi entre deux eaux. Mais l'autre argument qu'on pourrait avoir, c'est que ça protège plus d'investisseurs sur le long terme parce qu'ils Tout à auraient fait. pu rentrer dedans. Et qu'il plus faut tard, bien tu vois. agir à un moment aussi. Donc en gros, c'est un mal pour un bien si tu veux. Mais dans tous les cas, j'ai envie qu'on en finisse avec ce truc de la SEC. Finissons-en. Finissons-en. Je pense que, comme tu as dit justement Antoine, c'est Antoine Cryptique, son Twitter s'affiche juste là d'ailleurs. Voilà. Trop fort. bien rapport. Allez lui donner de la force. Donc la chose à regarder pour moi, c'est le procès contre XRP. Parce que en fait, ce qu'il faut faire attention avec la SEC, c'est que lorsqu'il y a un précédent, c'est beaucoup plus simple pour ensuite aller réguler beaucoup plus et aller poser des interdictions. Pour moi, aussi, il y a une deuxième chose à regarder, et ça, on en parlera peut-être un autre jour, mais les plateformes comme Uniswap, lorsque les hackers passent par Uniswap pour échanger les tokens, est-ce qu'à un moment, le front-end de Uniswap sera interdit pour les utilisateurs, comme ils ont fait avec Tonnerre de Cash? Ça, c'est quelque chose à voir, parce qu'ensuite, tu as aussi des LP sur Curve, des choses comme ça, qui peuvent également être mis dans les ailes sous les ailes de régulateurs, parce qu'on sait que maintenant, ils blacklistent certaines adresses, etc. Donc, ce sont des choses à surveiller. Et pour moi, la régulation en 2023 est très importante, puisque la SEC profite également de l'hiver crypto. Lorsque tu as des entreprises qui n'ont pas de timing est fonds, parfait, qui hein. licencient et qui se débarrassent des gens de la compliance, c'est là que tu attaques. C'est lorsque La bête est à terre. Voilà, exactement. C'est la discussion qu'on a eue hier. de Tout à toute fait. façon. Mais juste Donc, pour garder une touche d'espoir quand même, Sauve-nous. par rapport à Gary XRP, Gensler pourrait mourir d'une crise Bon, déjà, non, on lui souhaite pas quand même. Mais une petite touche d'espoir. Quand même, l'équipe de XRP communique sur tous les réseaux sur le fait qu'ils sont très optimistes sur l'issue du procès. Donc bon, on ne sait pas, c'est peut-être totalement de la com, mais voilà. On a Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, qui avait annoncé qu'il était prêt à défendre l'écosystème aussi face à la SEC en cas de procès sur cette Ouais, Mais s'il y a un qualification de procès à gagner, c'est security. celui-là. On Coinbase, a Paxos. C'est le dernier de toute façon. Paxos qui a indiqué aussi qu'ils iront au front dans un procès auprès de la SEC. Donc on a quand même un écosystème qui se mobilise et qui ne renonce pas au fait de faire admettre à la SEC que les altcoins, ou en tout cas les cryptos ou les services crypto, ne sont pas des securities. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par exemple le business des stablecoins, c'est quand même un business qui est très lucratif. Je crois qu'on a vu les derniers chiffres, c'était des dizaines, voire des centaines de millions de Coinbase. dollars de bénéfices annuels. Juste le fait d'avoir un stablecoin et justement de placer cet argent-là. J'ai les chiffres si tu veux. 238 millions de dollars en Q4 2022. De 2022 pour Coinbase, sachant que c'est une milliard pour augmentation Tether. de quoi? 1 milliard pour Tether. Ouais, Ah ouais. exactement aussi. Sur cette même période. Et donc Coinbase a augmenté de 35%
leur revenu grâce aux intérêts qui sont tombés parce qu'actuellement les taux sont hauts. Donc avoir du dollar, c'est ultra rentable. Mhm. Et lorsque tu as du stablecoin qui est backé par du dollar, bah là aujourd'hui, tu gagnes beaucoup Mhm. d'argent. Du coup, ce que ça veut dire, de te couper, mais ce que ça veut dire, c'est que eux, concrètement, ils ont un business qui leur rapporte, je sais pas, 500 millions, 1 milliard à l'année. Bien sûr qu'ils vont mettre l'argent qu'il faut pour faire tout le nécessaire d'un point de vue procès et potentiellement le gagner, parce qu'il y a c'est la poule aux œufs d'or, tu vois. Enfin, si tu gagnes le procès, tu défends ton business. Si tu le perds, tu perds potentiellement ton business. Donc, il faut se dire que notre écosystème a les moyens et aussi tout intérêt à gagner ces procès-là. Et je pense qu'ils vont prendre les choses très sérieusement et surtout tous se serrer les coudes parce que sinon, on va tous tomber d'un coup, quoi. Donc, Et je pense que c'est la note positive. C'est Ouais. qu'on a on a les moyens, en tout cas financiers, pour se défendre. C'est pas comme si. Et l'envie, voilà, ouais, donc, je pense exactement. Et donc pour en finir là-dessus, les choses à surveiller, le procès de XRP, Coinbase, leurs actions. Ryan Selkis, le CEO de Messari également, il communique énormément sur la régulation américaine, sur Gary Gensler en général, et les actions de la SEC. Et puis Mika en Europe. Du coup, cette année, on va Je avoir... rajouterais la réaction aussi de Binance par rapport au BUSD. Ils ont annoncé qu'ils pourraient délister des coins américains, par exemple. Donc, si ça venait à arriver, ça aurait un D'accord. impact Donc, aussi. en fait, on revient sur le point où c'est majoritairement les États-Unis, les grosses news. Et maintenant, du coup, on part des États-Unis, Pour on l'Asie. voyage vers la Chine. Quel voyage! On part de l'Amérique du Nord en voyage pour l'Asie. Donc, c'est une grosse narrative qui a eu lieu récemment, Assez comme récemment. quoi le quantitative easing, donc l'impression de l'argent par le gouvernement chinois, a énormément contribué au dernier pump sur les marchés. Donc, lorsqu'on est passé Sur le marché crypto, Ouais. il y a des preuves pour étayer ça. Il y a du une coup corrélation. Donc, après, est-ce que Alors, il la y a une causalité corrélation. En est- fait, il y a une corrélation. Et ensuite, donc, tu as des channels Telegram qui étudient ce qui se passe en Chine et en Russie notamment. Donc, c'est des channels où je suis. Et il y a des fois des analyses qui sont assez intéressantes. Et donc, ils parlent justement du fait que les investisseurs chinois sont plus attirés par de l'immobilier et des actifs à risque. Et que la bourse, c'est pas vraiment leur truc, ils ne s'y intéressent pas. Donc, lorsqu'on a vu le quantitative easing en Europe, les gens investissaient leur argent, mais pour le coup, en Europe, on est beaucoup en bourse aussi, on a beaucoup dans l'immobilier, on est beaucoup en crypto. Et on se rend compte qu'il y a eu les bulles dans tous ces milieux-là. La Chine était fermée jusque-là. Donc, la Chine veut relancer son économie. Et pour relancer son économie, elle a besoin d'imprimer de l'argent. Donc aujourd'hui, on a de l'impression d'argent de la Chine, qui a eu lieu du coup au mois de février. On est en février. Oui. Très récemment, là. Ouais. Et donc on a eu un pump du Bitcoin. Et donc tout le monde s'est rué sur cette nouvelle narrative, comme quoi la Chine va faire pump le marché crypto. Avant, Et que c'était dans- les Saoudiens. Non mais voilà. Et après c'était le cartel jaune de Binance. Enfin, quel est votre avis là-dessus? Parce que je veux bien croire que la Chine imprime de l'argent, mais je ne sais pas déjà si ça va continuer parce que on parle de la Chine qui exporte son inflation, on parle de la Chine qui veut s'opposer aux États-Unis. Et d'ailleurs, si on regarde la Chine, elle protège bien ses investisseurs puisqu'elle a interdit le Bitcoin quand il était à son top et il l'a relancé quand il Quand il est est en bas. bas, ouais. Donc, et on a également les news de Hong Kong que le trading de crypto-monnaies sera de nouveau potentiellement autorisé avec des licences. Pour moi, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est pas simplement une petite narrative comme ça. Pour moi, c'est un vrai sujet parce que quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau du quantitative easing, en fait, ils surpassent assez largement le quantitative tightening que mènent les États-Unis. Il ne faut pas oublier quand même que la Chine, c'est la troisième, enfin la banque centrale chinoise, Banque populaire de Chine, je crois, est la troisième banque centrale au monde, hein. Donc, c'est une masse de liquidité qui est importante. Quand tu crois ça aussi, en effet, avec la news de Hong Kong, ça laisse entrevoir. Alors Hong Kong, la Chine, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même le Ils ont marché des agréments en préférentiel. fait Voilà. entre les deux, entre Mainland China et Hong Kong. Ouais. Exactement. Donc c'est quand même le marché préférentiel pour la Chine. Donc on voit une dynamique quand même ces derniers temps d'ouverture vers les sujets crypto en Chine. Avec On le a lien aussi- digital également, ils ont bien Voilà, avancé tout à là-dessus. fait. Le Il y a- pilote, Voilà, il y a un centre national blockchain qui s'est monté à Pékin aussi. Bref, il y a différentes news. On a toujours finalement une vingtaine de pourcents du hash rate de Bitcoin qui est en Chine, selon les derniers chiffres, hein, donc, alors qu'on pensait qu'il avait complètement disparu. Donc on voit, je pense, alors la Chine ne va pas sauter de pieds joints hein, dans l'écosystème crypto, mais on voit qu'il y a de la liquidité qui va entrer sur les marchés. On sait comment
les marchés en ont bénéficié lorsque c'était les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être une vision au niveau économique qui reste centrée sur l'Occident. Et donc on regarde les décisions de la Fed, on surveille tout ça, mais je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se fait en Chine, au Japon aussi, qui a aussi une politique plutôt favorable au niveau des liquidités actuellement, et qui finalement, à l'échelle des liquidités au niveau mondial, permettent une augmentation des liquidités, pas une baisse comme on pouvait l'imaginer avec la Fed. Donc si ça vient à continuer, c'est un vrai sujet, et ça peut en effet, par exemple Cameron Winklevoss, le fondateur de Gemini, et avec son frère jumeau, disait qu'il pensait que le prochain bull run viendrait d'Asie. Donc voilà. Gesser aussi, il me semble que Voilà, ils sont plusieurs, il y a une vraie narrative. Donc pour moi, c'est quelque chose à suivre. Après, le pump des quelques coins chinois ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu entends par quelques coins chinois? Non, mais c'était tout Pas simplement que. une narrative. On Après, il y a surveillait des on surveillait les Mm. cryptos asiatiques qui pouvaient avoir la chance de pump. Et en effet, il y a eu quelques réactions sur le marché. Là, on est sur Ça, quelque c'est chose de anecdotique. beaucoup plus anecdotique, passager. Mais voilà, il y a une vraie dynamique à suivre. Malgré tout, on voit que Hong Kong souhaite ouvrir le trading de crypto-monnaies en juin. Alors, je crois d'abord aux professionnels, puis un peu aux particuliers, avec une sélection de cryptos dans un premier temps. Si ces cryptos sélectionnés sont des cryptos asiatiques, chinoises, on aura encore une narrative. Donc, c'est quelque chose à tout à fait. surveiller. Il y a dans la narrative des mouvements narratifs de court terme, dans une narrative plus longue pour moi qui peut avoir du sens, quoi. Ouais, je trouve que ça va vraiment de pair avec ce qui se passe avec Hong Kong. Parce que concrètement, la Chine avait quand même, jusqu'en 2017, les cartes en main pour être le principal acteur de l'écosystème des cryptos. À partir de 2017, ils ont décidé d'avoir cette politique très restrictive qui s'est répercutée sur Hong Kong, même si, comme tu disais, voilà, les liens entre Hong Kong et la Chine sont assez flous, mais bon, ils étaient quand même obligés de se conformer à ces réglementations. Donc Hong Kong a un peu perdu sa place de hub des cryptos au profit de Singapour notamment, Dubaï aussi, pas mal. Mais là actuellement, donc, ça c'était un peu la grosse actualité de fin d'année dernière, qui est un peu passée inaperçue avec tout ce qui s'est passé avec FTX. On n'a pas mesuré l'ampleur de cette actu qui était donc que Hong Kong souhaitait se réouvrir aux cryptos avec un cadre réglementaire, on en parlait encore, un cadre réglementaire vraiment très flexible pour les entreprises, avec déjà énormément d'exchanges qui se sont rués sur l'équivalent en fait du PSAN de Hong Kong, donc qui ont déjà fait leur demande pour l'obtenir. Et donc plus récemment, la dernière actualité, c'était la semaine dernière, donc comme tu disais, l'ouverture du trading sans taxation pour les particuliers, donc ça sera un peu plus tard. D'abord, c'est pour les institutionnels. En fait, concrètement, ce qu'on voit, c'est que c'est juste pour la Chine une manière de garder une porte ouverte, garder un œil sur le Web3, puisque c'était, je ne sais plus quel média, je crois que c'est Bloomberg qui avait informé la semaine dernière du fait que dans toutes ces réflexions du côté d'Hong Kong, il y avait toujours des représentants chinois qui étaient présents pour donner leur avis sur tout ce cadre réglementaire. Donc, Il y avait un soutien discret voilà. de la Chine. Donc, en fait, voilà, la news de la semaine dernière, c'était que la Chine soutenait discrètement ses ambitions de Hong Kong. Donc ils veulent garder un peu la main. Et en fait, pourquoi? Parce que, comme on le disait, ils ont observé quand même une grosse fuite des principaux acteurs crypto qui étaient localisés en Chine. Et ils ont observé aussi une fuite de leurs plus fortunés vers Singapour, vers Dubaï, etc. Et là, en fait, ils veulent ramener toutes ces personnes-là sur leur territoire, on va dire, économique, notamment à Hong Kong. Donc c'est une manière, en fait, de préparer le terrain pour potentiellement, à l'avenir, enclencher sur une nouvelle manière d'envisager leur relation avec le Web3. Notamment, on parle de Web3 parce que c'est notre sujet, mais de manière plus générale, ça touche énormément de secteurs. Ça touche le secteur du vin, ça touche tous les secteurs vraiment. Hein. Mais bon, celui qui nous intéresse, c'est Web3. Et du coup, Léo, est-ce que c'est la Chine qui nous a fait pop the bag ou est-ce que c'est les indicateurs techniques? Moi, je me base pas trop sur les news pour investir ou pour trader parce que en fait, il y aura toujours quelque chose pour confirmer un élément qu'on voit. Enfin, si le prix monte, on trouvera toujours une news qui nous donne envie de croire d'avoir une justification qui fait sens par rapport à ce pump-là. Quand ça baisse, à chaque fois, on cherche aussi une justification. Donc moi, je suis plutôt... Tu es en train de nous dire que le trading, c'est de la magie. Il l'a avoué. Non, j'essaye plutôt de me détacher de ça et de vraiment me concentrer sur le prix parce qu'au final, c'est ça
c'est ça qui est le plus important et c'est déjà une preuve de faiblesse ou de force par rapport au marché. Et je pense que le marché bouge beaucoup aussi par anticipation. C'est-à-dire que bon, bah, cette news elle sort, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que moi j'achète maintenant parce que justement les Chinois impriment? Ou est-ce que justement c'est un sell the news parce que maintenant voilà? Moi personnellement je regarde pas trop ces news-là, j'avoue que j'ai pas été très renseigné sur le sujet, malgré le fait évidemment que c'est intéressant. Et je pense qu'on a aussi eu un rebond parce que bah, voilà, on a eu une année de baisse constante, sans rebond. On a retracé de 77%, un truc comme ça sur Bitcoin. Même chose sur les alts. Même si on devait aller à zéro, bah, une tendance baissière, c'est des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc ça n'empêche pas d'avoir des rebonds. Et surtout, ce qu'il faut se dire, il faut aussi se mettre dans une perspective où, quand tu es investisseur, tu cherches bah, des assets sur lesquels tu as un bon ratio risk-reward. Et si tu crois à Bitcoin, tu crois potentiellement au fait qu'il fasse un nouvel ATH un jour. Et bon, quand tu as du Bitcoin à 16 000 $ et que un nouvel ATH, du coup, serait à au-dessus de 70 000 $, bah là, tu peux faire un x3, x4, x5, chose que tu ne pouvais pas faire avant qu'on était à 30 000 $, etc. Donc on arrive sur des zones où, personnellement, je trouve que bah, ça devenait intéressant d'acheter dans tous les cas parce que bah, globalement, tu pouvais prendre un trade, acheter à 16 000, te dire bon bah soit ça va à zéro, soit ça fait un nouvel ATH et avoir une très belle récompense par rapport à ce que tu risques si tu investissais à ce moment-là. Donc bon, est-ce que c'est le bottom ultime? J'en ai aucune idée. Mais moi je pense qu'il fallait aussi bah, voilà, rechercher une bonne localisation qui permettait d'avoir un beau ratio risk-reward pour les investisseurs. Et on l'a trouvé. Et encore une fois, on s'est retrouvé sur des retracements qui sont assez standards pour la crypto. En plus de ça, bon voilà, on a eu une capitulation de plein d'acteurs. Donc au bout d'un moment, enfin, on va pas se mentir, il va falloir trouver des vendeurs. Et je suis pas sûr que bah, on trouve des vendeurs indéfiniment à 16 000 $. Enfin, quand tu as les plus gros acteurs qui ont déjà capitulé, bah, au bout d'un moment, voilà, il suffit qu'il y ait genre juste un petit peu plus de gens qui achètent et la pression vendeuse qui bah, stagne ou diminue pour que bah, l'actif rebondisse. Et puis lorsqu'il rebondit, bah, ça intéresse des gens. Et puis du coup, vu que ça intéresse des gens, ils rachètent. Du coup, ça pousse le prix, etc., etc. Donc moi, personnellement, je ne me base pas vraiment sur des news pour trader ou investir. Évidemment, il y a des choses, enfin des éléments de fond que je surveille, notamment les taux aux États-Unis qui, bah, jusqu'à maintenant, ont dicté un petit peu le marché, notamment aussi le marché des actions et indices aux US qui, on a vu Bitcoin qui était quand même pas mal corrélé à ces marchés-là. Donc voilà, personnellement, moi je regarde juste le prix. J'ai vu BTC à 16-17 000. Je me suis dit, bah, si un jour je devais voir un BTC faire un nouvel ATH, je pense que ça m'offrirait une belle récompense. Et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont assez puissants et qui ont pas mal de fonds qui se sont dit, ok, c'est peut-être le moment de se positionner. Et puis il suffit juste de moins de vendeurs pour que le prix rattrape et pousse rapidement. Je pense qu'on a aussi un environnement qui est intéressant dans le sens où on a créé un gros sentiment de peur et d'incertitude. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont en dehors du marché. Et donc, faire courir ces gens après le prix, c'est aussi intéressant pour même revendre et pousser plus bas par la suite. Donc, je pense qu'il y avait une accumulation d'éléments qui font que avoir un rebond ici, c'était pas délirant. Enfin, au bout d'un moment, voilà, quand on baisse en ligne droite pendant un an, avoir un rebond, c'est pas délirant. Et en plus de ça, c'est un beau rebond. On a vu le marché bien se reprendre, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, moi personnellement, je suis plutôt optimiste dans le sens où on a quand même vu le plus gros exchange quasiment faire faillite. Le plus gros. Deuxième plus gros? Ah, deuxième, ok. Un des plus gros en tout cas. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu as un élément comme ça, pour moi, ça offre une belle narrative pour créer un bottom. En fait, quand j'ai vu ça et le prix à un point si extrême, je me suis dit, mais est-ce que dans 2 ans, on se dirait pas, mais attends, mais le bottom ultime, c'était juste la faillite de FTX. Genre, c'est juste une belle narrative à suivre. Donc voilà, je sais pas si c'était clair. Mais pas mal d'éléments de réflexion. Super analyse technique sans ordre. Vous voyez les traits là? Ça, là, je dois rajouter un truc au montage là, parce que t'as fait ça. Eh ben on baisse. Non, le sujet en fait c'est de savoir si la news fait le prix ou le prix fait la news, quoi. Donc c'est un débat éternel. Moi je suis plutôt de l'autre côté, plus sur le fondat et donc plus sur
la news qui fait le prix, mais les deux La marches. news, on la découvre souvent après, en fait. La news, on la découvre après. Les deux marches, il y a des dynamiques de fond aussi qui peuvent mener des mouvements de prix moins court-termistes et donc changer la donne. Donc, non, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Est-ce que tu trades les décisions de la Fed ou pas? Ça m'intéresse. Pas vraiment. Après, ce que je peux trader, ou en tout cas ce que je peux surveiller, c'est le S&P et voir comment il se situe. Tu vois, s'il est sur une résistance et qu'on a un énorme rebond sur les cryptos, on arrive sur des énormes résistances mensuelles et que je vois un S&P qui peut se retourner, là c'est le moment où il faut être méfiant. Peut-être baisser un petit peu son exposition, quitte à racheter un petit peu plus haut lorsqu'on aura des confirmations, genre vraiment un signe de force. Mais voilà, moi j'utilise vraiment le S&P parce que souvent, bah, c'est un bon indice en fait. C'est un indice qui représente le marché américain assez bien. Et bah, justement, tout ce qui est taux, etc., ça affecte le S&P puisque ça reflète un peu à quel point les investisseurs sont prêts à prendre des risques aussi. Donc voilà. Voilà. Moi j'ai une question aussi. Ouais. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, donc globalement depuis le rebond, rebond aussi du marché crypto et de Bitcoin, la corrélation entre toutes ces annonces, le S&P et le marché crypto, Bitcoin, elle est de plus en plus faible. Notamment lors de ces annonces, je me souviens à une époque, quand on avait une annonce de la Fed, le marché était extrêmement volatile, de plusieurs pourcents en l'espace de quelques minutes. Là récemment, je trouve que l'impact est plus faible. Je sais pas toi, en tant que trader, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait, Je sais pas si tu l'as constaté. moi je l'ai évidemment constaté. Et du coup, bah, c'est une belle preuve de force. Tu vois, à partir du moment où, par exemple, tu as le S&P qui commence à corriger sur une journée et tu as un BTC dans le vert ou même qui fait un nouveau sommet, bah, c'est une belle preuve de force. Moi, je pense que cette décorrélation, elle était inévitable dans le sens où, bah, en fait, quand tu arrives à des prix extrêmes sur BTC, juste en rebondissant un peu, tu casses un énorme niveau technique, tu as des gens qui se précipitent, et donc forcément, bah, dès qu'il y a un petit rebond, c'est accentué, tu rebonds de 10, 15, 20%. Et puis derrière, tu as pas mal de gens qui FOMO, qui essayent de se replacer sur le marché. Et donc, bah, les gens ne regardent pas forcément uniquement le S&P pour se positionner par rapport à ça. Donc, je pense que la décorrélation, elle est naturelle quand tu arrives dans des situations si extrêmes que bah, tu as envie de t'exposer aux cryptos, tu vois. Même si tu as une situation qui est abominable fondamentalement peut-être sur les marchés US, etc., bah, si tu crois dans une tendance haussière long terme sur BTC, globalement, tu te dis, bon, je vais acheter du BTC entre 10 et 20K, je pense pas que ce soit débile. Et donc, bah, si jamais on va sous ces prix-là, ça remet en cause la tendance haussière fondamentale. Donc, tant que ça ne le remet pas en cause, et que bah, tu vois qu'on est dans une tendance haussière long terme, bah, tu te dis parles ça. du Rainbow Chart? Non, mais tant que tu es dans cette dynamique haussière de fond, tant qu'elle n'est pas cassée, tu as tendance à la jouer parce que jusqu'à maintenant, ça t'a rapporté beaucoup d'argent de le faire. Et donc, bah, je pense que c'était naturel que les gens prennent un peu plus de risques à ce moment-là. Et évidemment, beaucoup de force des cryptos, des alts dernièrement, même dans un contexte BTC un petit peu défavorable. Donc franchement, ça fait plaisir, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'argent qui re-rentre dans le marché. Je ne sais pas si l'incertitude autour des stablecoins crée ça. Moi, personnellement, dans tous les cas, je ne suis pas dans une dynamique où si les stablecoins sont en danger, ça va faire pump nos crypto. Je pense que c'est plutôt l'inverse dans tous les cas. Oui. Mais non, en tout cas, on voit de l'argent re-rentrer dans le marché. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et j'aime bien aussi parce que j'ai l'impression qu'on crée un peu de souffrance. C'est-à-dire que il y a des gens, ils se sont dit, on va aller à 8, 10 000, etc. Peut-être qu'on ira. Mais du coup, ils sont... Non, mais par exemple, on a eu des gourous, tu vois, comme Capo, sur Twitter, qui bon, bah, parlent à des millions de personnes, on va pas se le cacher, qui probablement suivent ses conseils, en tout cas ses convictions, et qui s'attendent à 8, 10 000 dollars, etc. Et ces gens-là, quand tu passes de 16 000 à peut-être 30 000 dollars ou 35 000 dollars, tu crées une souffrance qui est énorme. Donc Ok, tout dans ça, ce sens-là, j'avais pas compris ça comme ça, ok. je pense que c'est voilà, c'est Plutôt une frustration qu'une souffrance quand même, j'aurais dit. quand tu es quelqu'un qui passe énormément de temps dans le marché et que tu vois le marché décoller sans toi, Oui, non mais c'est par rapport au fait que je pense que tu avais peut-être mal compris son terme. Oh non, C'est vrai que quand tu l'as dit la Moi, première fois, ça j'imaginais que sonnait bizarre. il te reste une semaine à manger, tu te dis, il faut que je rentre dans le train de Bitcoin. non mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aux fondas, c'est que bah si tu écoutes les fondas, tu fais quoi là En réalité, les fondas sont toujours restés les mêmes, qu'on soit à 69K ou. Non, mais maintenant. quand je dis fonda, c'est macro, contexte, c'est macro, ça, contexte. ouais. Ah ouais, si tu écoutes le Fonda, je Ok. pense de mon humble avis, parce que comme tu sais, je ne suis pas un trader, mais
je suis ce que fait notamment Vincent Gann qui écrit un peu pour Cryptos, qui fait ses vidéos, donc j'ai l'occasion de suivre ce qu'il fait. Je pense que actuellement ça va être la narrative de l'inflation et des taux directeurs de la banque centrale américaine, enfin de la Fed. Ça va être juste les... Et après, comme tu disais, est-ce que cette news, il faut la suivre ou pas? Est-ce qu'elle est déjà pricée ou pas? Est-ce qu'on est dans l'anticipation? Et après ça En fait, ça devient très En fait, le problème, c'est que si genre, tu te concentres uniquement sur la macro, tu peux te trouver dans une situation où, bah, ok, genre, je n'investis pas dans les cryptos tant qu'il n'y a pas un retournement, un changement de politique. Mais si ce changement de politique, il arrive à 45 000 $ sur BTC, tu fais quoi? Non, mais le Tu principe, vois? oui, je Donc, suis d'accord, mais c'est bien sûr compliqué. que de toute manière, les personnes qui seront les plus rentables, ce seront ceux qui auront le prix le plus de Combine risque. et qui combinent les deux, le fonds Certainement, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à prendre le risque à 15 000 $ de se lancer. Si tu prends pas le risque à 15 000 $, tu le prends quand? Non, mais chacun a sa manière Non, en fait, ouais, ça d'appréhender dépend son risque, je de- pense, ouais. tu vois. Certains vont préférer être sûr que le contexte macroéconomique est favorable à une reprise haussière des marchés à risque avant de s'y exposer, et ça s'entend complètement. D'autres, peut-être qui ont plus d'expérience comme toi, vont préférer comprendre que 15 000 $ pour un Bitcoin, c'est un prix relativement faible, et donc vont vouloir jouer le coup. Peut-être qu'ils auront raison de le faire, peut-être pas, l'avenir nous le dira. Mais je pense quand même qu'il y a de l'anticipation, on l'a senti. Moi, je pense que ce rebond de 2023, c'était une anticipation de une baisse, enfin, comment dire, j'allais dire une inflexion de l'inflation. Ça commence à être complexe ce que je raconte. Non, et une baisse des taux directeurs de la BCE. Donc ça c'est anticipé. Là, on voit que commence à avoir des discussions que potentiellement, on va peut-être continuer à augmenter un petit peu, et ce sera plus en juin, mais peut-être en septembre, le pic de ces taux. Et donc là, on voit que le marché restagne un peu depuis quelques semaines. On voit quand même que ça dirige le marché. Mais après, je suis d'accord avec toi que, d'un point de vue purement technique, on peut remarquer qu'au sein de ces mouvements-là, dictés par le fondamental, il y a toujours une part de technique qui rentre en jeu, et il y a toujours du profit à faire pour ceux qui ont les compétences. T'as aussi la guerre aussi, hein. T'as la Ouais. guerre qui peut s'immiscer dans tout ça. Donc, Bah après, si on reprend le discours de Poutine, il n'y a rien de nouveau globalement. Donc on a eu la sortie de la Russie du START 1, qui est l'agrément sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis. Ce qui fait qu'ils n'en sortent pas vraiment, mais ils le mettent en pause en disant que on ne veut pas en sortir, on ne l'annule pas. Donc ça pareil, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Moi je vois mal Poutine envoie un nuke en Ukraine ou en Europe, mais je pense qu'imagine il arrive quelque chose à Poutine et c'est un autre mec qui arrive à sa place, je pense que lui il n'hésitera pas, surtout si ça peut être un fou furieux dans tous les cas. Les mecs qui sont à ces niveaux-là, ils sont entourés par des gens qui les envient, qui se disent qu'il ne fait pas bien les choses, qu'il s'est essoufflé, quelque chose comme ça. Donc ça, pareil, pour moi, en fait, si on revient sur ce que justement tu disais, Lénian, en réalité, si on regarde par rapport à l'année dernière, il n'y a rien qui a changé. Au niveau macro, on est toujours dans exactement les mêmes... Il y a une avancée du cycle d'inflation quand même, quoi. Ouais, enfin oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit que, notamment, la relève des taux, normalement, ça ne crée pas d'emploi. Normalement, les gens se retrouvent au chômage parce que les entreprises, justement, elles doivent virer des gens, etc. Et ce qui fait en sorte que les gens ils dépensent moins, donc il y a moins d'inflation, moins de salaires, baisse des salaires, etc. Or, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'emplois aux États-Unis. C'est-à-dire que tout le monde travaille, ça veut dire que les entreprises, lorsqu'elles recherchent des employés, elles doivent mettre en place des salaires plus avantageux, donc on a une hausse des salaires. On en Parce revient qu'on a à ce une- que dit Et t'as Lilian, aussi- ça nous indique aussi peut-être le stade auquel on est de ce cycle d'inflation. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse ces derniers temps, voilà, Lilian disait, peut-être liée aussi à ces espoirs d'inflexion de l'inflation. Peut-être que justement ce marché de l'emploi qui est plutôt en forme et positif nous rappelle que c'est pas terminé et que finalement on doit passer par ce stade d'hausse du chômage pour arriver à la fin peut-être de cette phase d'inflation et que c'est pas terminé. Donc on en revient au fait que la macro joue quand même, tu vois, sur il y a du lag aussi, hein. C'est-à-dire entre le moment où ils augmentent les taux et le moment où ça se répercute, Il y a du t'as lag. Ah oui, bien t'as sûr. aussi on a de vu des la- répercussions sur du l'inflation, délai. pas Donc, encore sur le marché de l'emploi. donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand ils prennent une décision aujourd'hui, de ce que je comprends, moi je suis pas un expert macro, hein, mais
ça met 6, 12, 18 mois à vraiment impacter l'économie. Donc c'est pour ça qu'eux, ils monitorent, ils y vont doucement. L'augmentation des taux n'est pas terminée. Ils parlent même d'une double augmentation des taux, enfin en tout cas d'être encore plus dur à ce niveau-là. Donc, La BCE ou la Fed? La Fed. Ok. Bon, Ouais, on en fait, verra. chez la Fed, t'as plusieurs camps. Non, la seule chose sur laquelle tous les camps sont d'accord, c'est qu'il faut 2% d'inflation sur l'année, pas plus. Et aujourd'hui, ils n'y sont pas du tout, donc ils savent qu'ils n'y arrivent pas. Et ensuite, tu as le côté où certains qui disent qu'il faut le relever absolument, et d'autres qui disent ouais, mais enfin, si on relève encore, on va en tuer des On va galérer, entreprises. ouais. Mais Donc, pour reparler d'un point de vue purement spéculation et crypto, moi en gros, ce que je surveille, c'est les 19 500, 20 000 dollars. Pour moi, tant qu'on tient cette zone, je pense qu'on n'a pas trop de quoi s'inquiéter et que tant qu'on reste au-dessus, il y a de grandes chances qu'on aille déborder 28 000, 30 000. En tout cas, moi, c'est ce que je surveille parce que, bah, historiquement, on fait souvent des retracements de 38% d'un mouvement. En tout cas, c'est un retracement sain dans une tendance. Là, pour le coup, on est dans une tendance baissière. Et si tu prends 38% de la baisse, donc entre 69 000 et 16 Ils font un 000, graphique, là. tu te retrouves à 28, non, tu te retrouves à 36, je crois. Il manque son nom. Et Ouais, si tu il prends me celui de 44 à 16, tu te retrouves à 28. Donc c'est deux prix super importants et qui pourraient juste marquer un retracement sain dans cette tendance baissière et on pourrait tout simplement retrouver des vendeurs dans ces zones-là. Donc même si on retourne sur ces prix-là, le marché ne se retournerait pas pas véritablement très long terme et justement on pourrait faire rentrer tous les gens qui n'avaient pas voulu rentrer avant et ensuite baisser sans casser le bottom, les faire capituler et là justement repartir. C'est un peu ce qu'on avait vu sur le dernier cycle où Ethereum il avait fait de 80 dollars à 300 dollars, tout le monde s'était emballé, on était redescendu à 100 et puis après on avait poussé à 4000 et quelques. Donc moi je pense que pour les investisseurs, je dirais entre 10 et 20, c'est pas une connerie de s'exposer aux cryptos. En tout cas, historiquement, c'est plutôt une bonne décision. Évidemment, peut-être que la macro et l'impact de toute cette T'as oublié régulation de dire NFA. NFA ne suivez en aucun cas Mais des conseils je financiers te de mettrai personnes. les petits emojis si tu veux dans les yeux des petits bien. emojis Diffusés. fusés. Mais voilà, tant qu'on reste au-dessus de 20 000 dollars, 19 500, 20 000 dollars, je vise ça. Par contre, si on retourne en dessous, pour moi, c'est la porte ouverte, hein, une cassure des 16 000 dollars. Et à ce moment-là, en dessous, il n'y a rien avant 12, 13, donc assez inquiétant. Il n'y a pas vraiment de niveau technique, quoi. C'est pas des zones qu'on a spécifiques. Tu vois, 15 000 dollars, 14, 15 000 dollars, c'est pas forcément des zones qu'on a vraiment énormément travaillé. Moi, les vraies zones qui me parlent, c'est 10, 12 000 dollars. C'est un support annuel, mensuel, et c'est la zone qui, lorsqu'on l'a cassé en 2020, nous a amorcé en fait tout ce run en fait. Donc c'est vraiment l'ultime zone. Pour moi, si on peut très bien retourner sous ces prix, mais voilà, pour moi, si on y retourne, ce sera probablement sur un mouvement extrême pour faire peur à tout le monde, mais je vois pas de l'acceptation sous ces prix-là par changement de paradigme. Surtout qu'on a la halving dans un an et quelques. Dans un an, ouais. Donc ça va approcher vite et souvent la halving, on pump pas au moment de la halving, on pump 6, 12 mois avant. Donc je dis pas que voilà, parce qu'il y a la halving dans un an, on va devenir riche. Mais en tout cas, Très c'est quelque bien, chose ouais. à. Je vais pas te J'en ai mentir, moi marre de ça me l'hiver va. crypto, là. Ça me va, mais. Mais il aura dans Mais, tous les cas de moins en moins d'incidence, hein, parce que la division du nombre de. T'as vu mon Ah, ça, je suis d'accord. Du tout. Mais je suis d'accord. Ça, je Mais suis il d'accord. aura de moins en moins d'incidence, parce que bon, là, on arrive à des divisions qui sont de moins en moins. Bon, quand on passera de 1,25 à 0, je sais plus combien, enfin bon, là, c'est pas encore le cas, mais. Ça aura de moins en moins d'impact sur le marché, même si la narrative reste intacte et que ça peut jouer aussi en mode prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde croit que le halving va avoir une importance, il en aura une. Donc, Ouais, tout à fait. donc voilà. Très bien. Écoutez, les gars, dernière. Bon, un petit peu d'eau. Vas-y. 2 euros. On a un dernier sujet à aborder pour le coup qui fait énormément parler de lui en ce moment, c'est Blur et OpenSea. Donc cette semaine, donc, sachant que vous verrez ça mercredi normalement, donc cette semaine pour nous, la semaine dernière pour vous, Blur a eu 82% de trading sur tout le volume des NFT.
sachant que OpenSea ont tenté de enlever leurs frais, mettre les royalties à 0,5% au minimum. Blur a quand même pris le premier acteur, il a dit ok, écoute-moi, je vais prendre une grosse part du marché, je vais te laisser tes 20%, on va t'amuser avec. Euh, Déjà, avoir votre avis sur Blur ou OpenSea, si aujourd'hui vous deviez en choisir qu'un, ce serait quoi? Euh, En fait, c'est une question d'éthique aussi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que OpenSea, je pense, c'était plus là à soutenir les créateurs et c'était mis globalement les top collections dans la poche. Parce qu'à partir du moment où tu forces les gens à payer les royalties, bah, tu es sûr que voilà, le Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, Artefact, etc., voilà, ils vont te pousser, ils vont t'avoir la bonne, etc. Et là, on voit que bah, globalement, ils ont réagi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ah oui, Parce ah bah, bien que, sûr. en fait, s'ils ne réagissent pas, ils se font détruire. D'un point de vue bah, revenu pour eux, c'est aussi catastrophique. Donc, situation un peu compliquée. Parce que tu as beau vouloir défendre eh bien, des valeurs qui sont cool pour les créateurs, etc. Au final, l'utilisateur final, bah, il veut payer le moins de frais possible. Mm. Et c'est aussi ça qui est très frustrant dans les NFT, c'est que bah, tu achètes un asset qui est déjà peu liquide, qui est assez volatile. Et en plus de ça, quand tu veux le vendre, tu te retrouves avec 2,5% de frais sur OpenSea initialement et bah, sur certaines collections 10% de royalties. Donc sur la vente, on te prend 12,5%. Donc ça, en fait, bah, c'est très punitif pour l'utilisateur final qui veut vendre et ça incite de moins en moins les gens à s'exposer au marché parce que si tu sais que bah, on te prend 12,5% à la vente, bah, ça veut dire qu'il faut que tu performes énormément. Donc ça stimule pas le volume ni les gens à bid. Et donc, bah, ça engendre une baisse de l'activité, surtout pendant ce bear market où on onboard personne en réalité. Pendant ce bear market, on recycle les mêmes utilisateurs. Alors moi je suis d'accord avec ça, mais de l'autre côté, tu regardes OpenSea, ils avaient mis ça en place, ce qui leur a permis de se lancer sur plusieurs blockchains, ajouter un on-ramp avec une carte de crédit pour acheter tes NFT. Mais À en cause bear, de ça. en bear. Ouais, tout à fait, mais ils ont viré 30% je crois de leurs effectifs, Mhm. OpenSea, quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi à performer jusque-là, et c'est eux qui ont un peu redoré ce blason des NFT, qui s'était vraiment prononcé pour les artistes, pour les collections, pour les gens en fait qui faisaient partie de ce milieu-là, et qui traversent également eux un bear market, faut pas oublier ça, tu vois. Et ce que je trouve, c'est que ce truc de royalties, pour la première fois, on l'utilisait pour dire ah, mais regarde, l'artiste va être payé, ça va être trop bien. Mhm. Achète des NFT plutôt que son tableau. Parce que sur le marché secondaire, il ne touche rien. Mais non, en bear market, on est proche de nos sous. Non, Donc, mais tu vois, vu qu'on est en pour les bear, tout artistes, le c'est la monde même veut... chose. Ils souffrent aussi. Et je Mm. trouve que justement, ces genres d'initiatives, bah, c'est bien beau de dire ouais, j'ai pas envie de payer plus, mais derrière, c'était ton premier argument pour mettre en avant OpenSea pendant le bull market. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il est aussi en train d'évoluer et la manière des gens d'interagir avec les NFT change. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu avais des intentions qui étaient relativement pures parce que bah, les prix s'étaient pas envolés, que voilà, c'était pas ultra mainstream. Et puis voilà, à partir du moment où ça a été mainstream, tu as de plus en plus de spéculateurs qui sont ramenés. Et les spéculateurs, eux, bah, ils veulent payer le moins de frais possible Mm. et pouvoir bénéficier bah, de certaines variations sans avoir à voilà, payer 10% de frais. Donc en fait, dans les conditions de bear market, t'onboard personne. Tous les gens qui sont ici, en général, bon, enfin, il y a des collectionneurs, mais la majorité des gens qui interagissent en ce moment, je pense, c'est plus des gens qui essayent de flip, etc. Et pour eux, les frais, c'est clé, et c'est pour ça que Blur a pris autant d'importance. Et en plus de ça, je trouve que Blur ont bien fait le taf, dans le sens où, bah, aujourd'hui, quand tu veux mettre en vente un item, bah, quand tu es sur OpenSea, tu le lis sur OpenSea. Mais quand tu le lis sur Blur, tu le lis sur Blur, tu le lis sur OpenSea, tu le lis sur C'est un Loopster, agrégateur. tu le lis sur X2Y2. Donc en fait, tu rends ton annonce de vente accessible à beaucoup plus de gens, en plus de payer moins de frais. Bon, On va dire qu'ils ont proposé quelque chose de différent. Après, on n'a pas parlé de l'airdrop, évidemment. Mhm. On peut pas, Ouais, on ça peut pas également. passer à côté de ça. qui a amené forcément, beaucoup que l'airdrop. de watch trading d'ailleurs. hein. Exact. Voilà. Après, c'était intéressant justement de suivre la différence du volume de trading après l'airdrop. En l'occurrence, ils ont annoncé un nouvel airdrop, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir. De toute façon, on savait qu'il y en avait plusieurs. Ouais. En tout cas, bon, ça a encore relancé la machine. On verra à l'avenir C'est si dangereux. ça continuera. C'est dangereux comme comportement parce que derrière, ça veut dire qu'ils vont être constamment obligés de faire des airdrops pour garder leurs users d'une manière. En tout cas, c'est un peu la Ah bon mécanique. À voir si, comme tu dis, moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas un grand utilisateur ni acheteur de NFT, mais
d'après ce que tu disais, ils ont l'air de proposer des fonctionnalités assez Ouais. différenciantes par rapport aux autres. Après, ce que je remarque avec ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera potentiellement aussi avec MetaMask. Je mets assez MetaMask à côté d'OpenSea dans ce genre de souci. C'est ces grosses entités qui ont actuellement, qui avaient encore jusque-là le monopole de leur secteur d'activité et qui sont un peu mis à mal parce qu'ils ont quand même eu par le passé quelques casseroles, notamment assez logiquement par le fait que ce sont des entreprises qui sont localisées notamment aux États-Unis, etc. ouais. et qui doivent se conformer aux autorités réglementaires locales. Et on avait eu par exemple OpenSea qui avait bloqué certains comptes d'utilisateurs, MetaMask en parallèle qui avait aussi bloqué des adresses d'utilisateurs parce qu'ils étaient obligés de se conformer. Je crois que c'était OpenSea avec des utilisateurs mexicains, il me semble, et MetaMask ça devait être avec des gens... C'était via une Fura. Cubains, il y avait des Cubains et tout ça. Bref, Ouais. en tout cas, il y avait vraiment ça. Ça a pas mal énervé les gens dans l'écosystème. Bon, je ne veux pas revenir sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, mais tout ça pour dire que ça a un peu ébranlé leur position de géants dans leur secteur respectif. Et là, moi d'ailleurs, à ce moment-là, je pensais vraiment qu'une plateforme comme Magic Eden, par exemple, qui faisait vraiment l'unanimité sur Solana, à Pouvait l'époque où prendre le Solana- marché Ethereum. Aller s'ouvrir. Et en plus, voilà, au moment où ils ont annoncé s'ouvrir sur Ethereum, je me suis dit, je pense que Magic Eden pourrait potentiellement venir détrôner OpenSea. Parce que vraiment, sur Solana, il y avait un gros écosystème NFT. En l'occurrence, je pense que les gens étaient plutôt attachés à Solana qu'ils l'étaient attachés à Magic Eden. Ça c'est pas arrivé. Là, c'est en train d'arriver avec Blur. Ça m'étonne pas particulièrement, à voir si ça restera. Mais je pense qu'on pourrait aussi assister à ce genre de truc avec MetaMask aussi à l'avenir. Ouais. Pour tous ces problèmes passés. Il y a un point, juste pour reprendre, il y a un point assez important aussi, c'est qu'aujourd'hui on se base sur des métriques qui pour moi sont relativement hasardeuses, tu vois. Aujourd'hui, on dit, voilà, peut-être, enfin en tout cas j'ai pas les derniers chiffres, mais que Blur a, je sais pas, 80% du marché Ethereum en termes d'NFT. Moi personnellement, j'y crois pas. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de wash trading non, avec ça, c'est sûr l'airdrop que que, t'as une voilà, part tu vois, genre énorme c'est un peu... Mais par exemple, ils ont plus de volume de trading, mais ils ont moins d'utilisateurs uniques, tu vois. Et puis 40% du volume de trading, c'est sur 8 collections. Alors les Bored Ape, les punks, etc. quoi. Ouais. Et tu Donc- avais un truc intéressant aussi, ils avaient pris les 4 les plus gros wallets et tu voyais que le montant qui était sorti, acheté et vendu, c'était exactement le même. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, ils se C'est des revendent des trucs allers-retours, entre etc. eux-mêmes. Non, mais en tout cas, pour rebondir un peu ce que vous dites, je suis d'accord avec ce que tu dis, Lilian. C'est bon déjà pour la concurrence, en fait. On avait un leader suprême, ultime sur le marché des marketplaces. Je veux dire, c'est toujours bien qu'il y ait un nouvel acteur qui arrive pour chambouler un peu tout ça, quoi. Ça amène des innovations. Ça amène des positives. innovations parce que si on rentre un peu dans le détail, Blur quand même propose des... en fait, ils ont construit le truc pour que les frais de gaz, par exemple, sur les smart contracts soient moins élevés. Alors, ils disent que c'est 20% moins élevé par rapport à OpenSea, donc c'est quand même pas négligeable. Ils ont une mise à jour des métadatas qui est quasi instantanée, contrairement à OpenSea, on a eu parfois des problèmes sur des collections où ça mettait une semaine, quoi. Ils ont des systèmes pour connaître le floor price d'une collection en fonction de certains attributs, alors que sur OpenSea, tu as le floor price total et puis tu peux pas savoir si... Tu veux dire de certains attributs, Voilà, au sein certains d'une attributs même au sein d'une collection. même collection. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est des trucs, c'est des outils en fait intéressants. Par contre, ils s'adressent, c'est vrai, je pense, plus à des... je vais pas dire des traders pros de NFT, hein, parce que bon, c'est pas vraiment une... Mais à des collectionneurs un peu plus avisés que OpenSea, qui peut, durant le prochain bull market, tout à fait récupérer sa place aussi avec l'arrivée de nouveaux Avec aussi utilisateurs. ce que tu disais, et en fait ça rejoint un peu ce que vous disiez tous les deux. On n'a pas de nouveaux utilisateurs en ce moment, et donc C'est des confirmés. tous les trucs là de, je sais pas comment on dit, on-ramp en français. C'est Onboarding. avec la carte, ouais. En français, Non, je sais pas on-ramp. comment on Fiat. traduit. Ah, tu veux dire Ouais, le Fiat to par carte. crypto, Ouais, ouais, Fiat to NFT, quoi. Tous ces services-là de tu peux payer en carte pour accéder à la plateforme. En ce moment, on va pas dire, je pense que ça ne sert pas particulièrement à Non. grand-chose dans le sens où il n'y a pas beaucoup de nouveaux utilisateurs, comme ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc là, c'est que des gens qui veulent avoir des nouvelles fonctionnalités très poussées dans leur activité de trader de NFT, entre guillemets. Ouais. Mais demain, si on veut, s'il y a un nouveau bull run, des nouvelles personnes qui veulent arriver, peut-être que OpenSea, ce sera une vraie porte d'entrée parce qu'ils ont des fonctionnalités comme ça qui sont utiles pour les nouveaux. Et puis en plus, je pense qu'ils sont aussi assez intéressants pour les artistes avec ces systèmes de royalties, etc.
il y aura deux marchés. Hein. Oui, Je puis pense ils sont que là, les ils sont là plateformes- depuis 2017. Blur, c'est octobre 2022. Enfin, c'est Ah genre, oui, ça a c'est- 5-6 ouais. mois, quoi. C'est Mhm. rien du tout. Donc, je pense qu'OpenSea n'est pas prêt d'être détrôné. En effet, le volume est assez clairement lié à l'airdrop. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu ce qui va se passer post-airdrop. Donc là, on a vu qu'il y avait encore une phase d'airdrop. Qu'est-ce qui va se passer post-airdrop? Est-ce que les volumes vont baisser? Est-ce que les gens vont rester sur Blur? Est-ce que OpenSea va réagir avec un airdrop aussi, hein, parce que ça fait des mois, des années qu'on en parle. Ouais, mais- Est-ce qu'ils vont Ouais, réagir en allant sur Je- ce terrain-là? Je suis pas obligatoirement certain, mais je pense qu'ils aviseront, on en parlait hier, hein, Artem, mais ils aviseront en fonction en effet du compte-rendu qui aura été fait de voilà, cette phase d'airdrop et de la baisse ou pas du nombre d'utilisateurs sur leur concurrent Blur. Mais je pense aussi, tu as le côté où si OpenSea sort un token maintenant, ça montre qu'ils C'est un ont eu aveu peur. d'échec. C'est un Ça aveu montre d'échec. qu'ils ont eu peur. Bien Ça sûr. montre qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, juste avoir un très beau service, Bien sûr. ce n'est pas suffisant, que les gens aujourd'hui, ils veulent avoir de l'argent, qu'aujourd'hui, le but premier de tout le monde, c'est d'avoir un maximum d'accumuler de la crypto, d'accumuler vraiment de la Ouais. valeur là-dedans. Je pense qu'on en- on Tu verra vois, si on- En fait, le problème, c'est que OpenSea, vraiment, j'ai l'impression qu'ils font rien. C'est-à-dire qu'il y a zéro innovation, ils n'ont jamais bougé depuis. Enfin, j'ai l'impression que la plateforme n'a pas changé depuis un an. Bah, si, Et- il y a eu les on-ramp, il y a eu Solana. D'accord. Les En fait, on-ramp, c'est- Ah avec oui, la carte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même intéressant. C'est pas une feature, enfin, c'est une feature intéressante en bull market, mais pour quelqu'un qui, par exemple, est actif comme moi, Oui, moi, je voilà. m'en fous, tu vois. Et Oui. c'est pas. Ouais, mais si tu veux toucher la masse, C'est des gens tu- comme moi qui font du volume. Enfin, ce que je veux dire, c'est des gens qui tu fais du sont volume, actifs. Des gens qui sont actifs, Your size qui is ont not des my collections. Non, mais moi, je suis petit en NFT par rapport à d'autres, évidemment. Mais ceux qui font le volume, c'est des mecs qui ont des bored apes. Juste, tu fais un bored ape, tu fais une vente de bored ape, c'est 80 Ethereum de volume. Ouais, mais je veux dire, si Euh, on reste sur ça, on reste dans notre cercle aussi. En fait, Ouais. Non, mais tu vois, d'un point de vue purement utilisateur, je trouve que la plateforme n'a pas changé. Bah, Solana, Là- il y a eu Solana en plus, en tant que blockchain. Oui, mais bon, Non, mais t'as raison, il y a eu Blur vient Polygon donner. aussi. t'as Tu vois, donné Magic un coup Eden, dans tu la vois, ils ont fourmilière, vraiment ça, c'est donné clair. un coup de fraîcheur à ce niveau-là et je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais aussi qu'on le voit d'un autre prisme parce que jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de marketplace entre elles, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Yuga Labs, c'est des centaines de millions de dollars par an en royalties. Si aujourd'hui, tu attaques leur business et que tu leur dis, bah désolé, c'est plus 5%, c'est 0,5%, bah je pense pas qu'ils vont laisser ces choses comme ça. Et alors, il faut voir qu'est-ce qui leur est bénéfique. Mais tu pourrais, d'un point de vue smart contract, tu peux bloquer des marketplaces, tu peux forcer des Ils avaient demandé royalties. de bloquer Blur, par exemple. Et Et- Blur l'a contourné. avec- Mais tu vois, Ouais, ici, c'est il y a un pas- manque à gagner de 500 millions ou 1 milliard de dollars à l'année. Même, tu vois, je pense à Artefact qui ont fait des royalties énormes. C'est tellement des sources de revenus énormes. Je pense pas qu'ils vont laisser OpenSea ou les autres mettre 0,5% de royalties minimum et ne rien faire. Donc, Non, mais ça va être intéressant je aussi surveille de- les moves, Mm. surtout. Enfin, j'attends beaucoup des collections plutôt que des marketplaces parce qu'en gros, les marketplaces, eux, leur but c'est de faire le plus de volume et peu importe que ce soit avec 0,5% de royalties ou 2%. Mais les vrais acteurs, c'est les collections. Et c'est eux qui vont avoir le mot final, je pense. Et en tout cas, j'attends avec impatience de voir comment ils vont réagir. C'est une question qu'on avait posée notamment au fondateur de Bored Ape. Peut-être Est-ce que la vidéo sera teasing, sortie au moment Je sais pas, je pense pas, mais on n'est pas aussi productif que vous. Mais voilà, ça arrivera. Il l'a dit, mais, ça sera clippé, répété et amplifié sur les réseaux sociaux. mais voilà, j'attends beaucoup des collections sur ce sujet-là. Écoutez les gars, ça fait longtemps qu'on parle, c'est un plaisir de vous recevoir et surtout, on voit que vous avez tous des choses à dire, que vous suivez cet écosystème. J'aimerais quand même qu'on commence à arriver vers la fin avec des choses sympas, avec des choses sympas que vous avez fait cette année et depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc devant moi, j'ai un exemplaire du NFT physique de Cryptost. Donc j'ai acheté 2 NFT Cryptost lorsqu'ils ont sorti leur collection. Mhm. Donc il y avait 400 NFT en tout. Mhm. Est-ce que tu peux en parler un peu? Est-ce que tu peux dire Ouais. des choses qui ont plu, qui auraient pu être mieux faites, moins bien Ouais, faites, tout ça? Ouais, bah en fait, c'était une collection de NFT associée donc à cette deuxième édition du journal papier. La première édition, elle était sortie à l'occasion de ETH6 l'année dernière. Là, donc cette deuxième édition-là, on s'est dit on va essayer de pousser un petit peu plus loin en rajoutant une dimension Web3.
Donc on avait créé 400 NFT. Donc les NFT pour le côté design, c'était un petit échantillon. On a découpé la une en 400 échantillons qu'on a calé dans un petit truc en verre qui tourne sur lui-même. Voilà, bref. Et donc le but d'acheter ce NFT, c'était déjà comme toi, de recevoir une version inédite du journal papier avec le petit sceau ici et donc numéroté. Et après, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir participer à la partie éditoriale de la prochaine édition du journal papier, donc savoir qui sont les partenaires, qui sont les personnes qu'on va interroger, quel sujet on va aborder, etc. De voir ça un petit peu de plus près avec un fonctionnement de type DAO classique. Et puis éventuellement aussi obtenir des whitelists pour les prochaines éditions, etc. Donc voilà, on voulait mettre un premier pied dans le Web3, enfin, entre guillemets, en ajoutant une dimension Web3 à ce principe du journal papier. Puisque pour certains, c'est vrai que en tant que média, passer sur du journal papier, ça peut être un pas en arrière, mais on se dit rajouter la dimension Web3, ça fait un peu un mix entre les deux et c'est assez intéressant. Ça a bien fonctionné, ça a bien été reçu. Je trouve que c'était une bonne première expérience pour nous en tout cas. Ok. Le Mint est toujours ouvert ou pas? Le mint est encore ouvert, ouais, il reste quelques NFT à minter. Et du coup, il est toujours possible donc de recevoir sa version Ça suffit papier. juste là. Et il y aura également un lien dans la description. C'est gentil. À côté de ça, du coup, Léo, Coin Academy. Donc, on sait que tu n'as pas que Coin Academy puisque tu as aussi CryptoPixel, tu as plein de choses dans ta vie. Et le porte Et notamment le pull que tu portes sur toi actuellement. C'est vrai. Bah, du coup, aujourd'hui, pas mal d'activités qui incluent évidemment Coin Academy, le fait de partager pas mal de choses liées au trading et l'investissement. Et je m'essaye à de nouvelles choses. Évidemment, pas tout seul parce que ça demande beaucoup de travail. Mais du coup, je lance avec d'autres associés une entreprise et un service qui s'appelle Fungible Apparel qui vous permet tout simplement de connecter votre wallet MetaMask, Wallet Connect, Rainbow, votre Ledger, peu importe ce que vous voulez, donc votre wallet Ethereum actuellement, de décider si vous voulez un hoodie, un t-shirt, etc. et de pouvoir mettre vos NFT dessus, que ce soit devant, derrière, que ce soit un t-shirt rouge, blanc, noir, peu importe, bref, de pouvoir créer vos hoodies et vos t-shirts à partir de vos NFT parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui peut-être achètent du merch autour des collections, mais c'est rarement personnel, alors qu'au final, les NFT, c'est quelque chose de très personnel. Vous savez, moi, que ma PP, c'est globalement un NFT et que pour Tu peux beaucoup de montrer gens, si tu veux. Tu peux Pour Toi, Léo, allez, vas-y. Voilà. de l'animation. On voit qu'il y a les petites métadonnées en dessous. C'est vrai que les petites métadonnées. Du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on lance avec mes associés et j'ai hâte de pouvoir en dire plus. Normalement, quand la vidéo sera sortie, l'alpha sera lancée. Donc, rendez-vous sur le Twitter officiel de Fungible Apparel, donc sur Mais Twitter. montre-moi où tu veux le lire. Ici, là. Oh, Ici. ok, très bien. Si, c'est bon. Je vais mettre le monteur en PLS. Et sinon, rendez-vous sur fungibleapparel.com. Sur le site, vous pouvez du coup demander une clé, puisque vous avez besoin d'une clé pour accéder à l'alpha. On ne voulait pas onboarder tout le monde d'un coup et avoir peut-être trop de gens, être pas en capacité de recevoir tout le monde. Donc là, c'est l'échauffement. On va donner des clés à certaines personnes pour leur permettre de tester le service, d'avoir des retours. Et ensuite, on ouvrira à tout le monde. Mais voilà, c'est une première étape. Et je suis très content que ça se lance enfin. Félicitations. Et Antoine, toi, JDC, Esprit JDC, Critique, ouais, l'un des plus grands influenceurs français, n'est-ce Christo. pas, au moins. Félicitations. Mais Quel également, parcours. donc ta PP, elle est peut-être rose, mais t'aimes bien aussi la couleur jaune, il me semble. Ouais, j'aime bien le jaune. Ouais. Non, du coup, pas mal d'actu avec le JDC, évidemment. Donc chef de projet, donc il y a plein de choses qui arrivent, on travaille sur ça. Mais comme tu dis, en parallèle, création d'une boîte qui s'appelle Yellow Consulting, donc avec 2 associés qui sont présents aussi dans l'écosystème, dont l'objectif en fait est tout simplement de proposer des services de due diligence à des acteurs de l'écosystème. Donc de vérification des tiers, parce que due diligence, ça parle pas trop. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des tiers pour leur dire, voilà, vous voulez collaborer avec telle entreprise, on va vous expliquer ce qu'elle fait, on va faire une analyse fondamentale peut-être de son projet, de son token si elle en a un, on va faire une analyse on-chain des transferts de fonds qui ont été faits, on va analyser le passé des dirigeants
pour vérifier aussi s'il n'y a pas un risque d'intégrité tout simplement. Donc en fait c'est assez classique hein, dans l'industrie bancaire ou voire même l'industrie classique hors crypto je veux dire. Et donc on souhaite proposer ça. Donc voilà, beaucoup de boulot. Et on peut vous retrouver où, du coup? Alors vous pouvez nous retrouver du coup sur Yellow Consulting. Donc vous tapez Yellow Consulting, je crois que l'arrobase c'est YW Consulting. Donc, Tu peux mettre le lien quelque part. là. Et donc voilà, beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Et puis on espère que ça marchera. Mais ça fait. Très bien. C'est un beau projet. Quoi. Il faut savoir que cette vidéo n'est sponsorisée par aucun de ces 3 projets, malheureusement. Donc si vous Ça voulez. viendra. D'ailleurs, s'il y a des projets qui veulent sponsoriser le prochain Media Merge, c'est contact@okinvest.fr. On attend les propositions. On t'a pas donné la parole. On adore Dis-nous- l'argent. Donc... Donne-nous un peu tes exclus là. Non, mais On t'a pas donné la parole. en vrai, avec Hawk aujourd'hui, ce que nous on fait, c'est on a aujourd'hui 20 contenus qui sortent chaque semaine sur différents réseaux. Donc en fait, on n'a pas vraiment le même fonctionnement que vous, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un site où il faudra se rendre pour avoir de l'actu. On va être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sachant qu'on développe de plus en plus notre partie vidéo, que ce soit sur Instagram. On essaye de se mettre à TikTok, mais c'est des codes qui nous... J'ai vu ta que- tête apparaître sur quelques vidéos. Ouais, mais c'est pas quelque chose dans quoi on se connaît. Donc pour l'instant, on fait des choses, on tente des choses. Twitter, on a le format sympa qui s'appelle le format opinion, qui est tous les vendredis. On J'ai vu demande. que Vous On a avez, tous retweet, vous avez hein. un peu mis en place des codes couleurs pour tout On vos nous a mis un contenus, couteau c'est sur ça, la gorge vous pour avez- retweeter. Il Vraiment faut mis en place RT, une ouais, charte. il faut aller RT, donner de la force. Ouais, on a mis en place les codes couleurs pour se retrouver un peu parce qu'on trouvait qu'on des fois on mettait des trucs et utiliser toujours la bulle rouge pour plein de choses, ça n'a pas de sens. Et donc on a essayé de distinguer les différents formats avec la question de la semaine le lundi, des infos qui vont être en rouge, des threads qui vont être en bleu et l'opinion en orange. Et puis Instagram, on continue de faire bourse immobilier également, parce que ça reste toujours intéressant, même en bear market. Il faut savoir que des bulles, il y en a partout. Donc c'est quand même des milieux qui restent intéressants. Avec, j'allais dire, un super contenu à l'époque que vous avez produit sur FTX. Ouais, bah on est en train de bosser sur un deuxième gros truc. Ouais. Et ce truc-là, je sais pas. des infos là un peu. Je sais pas quand ce sera prêt. Je sais pas quand ce sera prêt puisque la priorité sera sur cette vidéo. Mhm. Mais il y aura un deuxième dossier qu'on va sortir. Et on avait réfléchi à, par exemple, faire un peu la même chose que Cryptost. En fait, on avait réfléchi à, par exemple, sortir des NFT en précommande en mode Open Edition et ensuite proposer une version physique potentiellement pour les gens comme ça. Tu n'imprimes pas trop d'éditions. Même si tu vends 2 NFT, au pire, tu enverras 2 versions physiques, tu vois. On y avait songé, mais je pense que c'est assez tôt pour nous. Je ne sais pas si on le fera, je sais pas. On le fera ou pas? Un jour, ouais. Mais l'idée, c'est que, en fait, le dossier FTX a été un gros effort pour nous parce que notre vrai premier dossier, c'était Luna, Terra Luna. Mhm. Et lorsqu'on a eu, je sais plus, 600 000 impressions sur Twitter, enfin, Ouais. c'était un truc de fou parce que justement, on avait couvert tout ce qui s'est passé. Avec FTX, on en a eu moins. On était aux alentours de 250-300. C'est parce qu'il est sorti un petit peu plus tard. Et Ouais. qu'il y a eu beaucoup de traitements. Mais en fait, d'actu tu avais sur ce tellement de sujet-là. trucs tous les jours que c'était. Mhm. En fait, même quand on l'a sorti 2 jours plus tard, ce n'est pas vraiment un jour, mais ça te donne le contexte. Ouais, de c'était comment plus tout s'est compliqué que passé. Terra en fait, ça, Mm. ça a duré plus sur la longueur. Mais Ouais, pour c'est l'avoir ça. lu et pour avoir quand même suivi de près tout C'était ce qui ultra s'était quali. passé, parce qu'on l'a traité, comme vous j'imagine, vraiment en continu, Mm. on était la tête dedans. Pourtant, c'était quand même très bien Mm. ficelé, très bien amené, etc. Donc Bah, bah, merci. peut-être que dans un an, quelqu'un qui connaîtra pas l'affaire, ça peut être une vraie référence quand même sur ce qui s'est passé pour vraiment avoir une bonne image de tout ce qui s'y est Mm. passé. Non, mais c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Donner le contexte, au moins, c'est bien. Mais en tout cas, on continue nos différents contenus sur différents réseaux. Dans tous les cas, tous les liens seront dans la description, que ce soit pour tous ces messieurs ou pour nous. Donc vous pouvez nous retrouver dans la description sur différents réseaux. Et avant de clôturer d'ailleurs cette discussion, les gars, à chaque fois qu'on fait une interview, même si ça c'est pas vraiment une interview, on pose toujours une question à tous les intervenants. Et là, je trouve ça super intéressant de vous la poser à vous. C'est dans quoi est-ce que vous investissez à titre personnel? Ça peut être de la crypto, ça peut être du vin, ça peut être des Legos, ça peut être de la bourse, Des ça Legos. peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des Je montres. commence. Moi, je suis très crypto, donc je touche pas trop à l'immobilier, aux montres, tout ça. En tout cas, c'est plutôt sous forme de passion, sans vraiment de recherche de bénéfices, par exemple pour les montres.
Donc vraiment beaucoup crypto. Surtout des jeux, enfin surtout des cryptos, moins des NFT en ce moment parce que j'ai déjà un beau bag et que pour l'instant il y a pas mal d'incertitudes avec la SEC, avec voilà, enfin, comment tout ça va être qualifié. Tu vois, il y a pas mal de risques systémiques donc je fais attention à cette exposition-là. Sinon toujours BTC, Ethereum, pas mal d'Atom, de BNB quand même, de Matic. Et puis je m'essaye sur d'autres tokens comme GMX, des choses liées aux produits dérivés décentralisés. Donc ça, c'est une grosse part. Puis sinon, j'investis aussi dans de nouveaux contenus sur Coin Academy. Donc j'investis dans Coin Academy et puis dans de nouvelles boîtes, donc, dont Fungible Apparel, Diamonds and Club qui sortira tôt ou tard. On attend des conditions de marché assez propices, en beau lancement. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'investissements du coup toujours dans les cryptos et dans des activités autour parce que au final c'est ça qui est passionnant pour moi, c'est d'entreprendre, d'essayer de nouvelles choses. Grâce à la crypto, on a réussi à faire de l'argent, donc autant essayer de participer du mieux possible à cet écosystème et tenter de nouvelles choses. Donc voilà, moi c'est ma volonté et on essaye de faire ça avec mes associés. Propre, très propre. Bravo. Ouais, Bah, de mon côté, c'est beaucoup crypto aussi, hein. De toute façon, on est skin in the game, donc c'est difficile de. Enfin, je vais pas vous dire que j'investis dans les paris épiques, quoi. Enfin, c'est les cryptos en grande partie. C'est difficile en plus de suivre tout ce qui se passe déjà seulement dans les cryptos. Donc, si on veut être sur plusieurs marchés à la fois, c'est un peu compliqué. Je laisse du coup les actions à ma copine, elle en a quelques-unes. Donc je lui dis, allez, c'est toi qui gères ça. Donc voilà, crypto, c'est plutôt similaire à ce que disait Léo, hein, au niveau du long terme, c'est BTC, ETH, Matic, Atom, un petit peu d'AAV. Donc ça, voilà. Puis après, j'ai une petite partie qui suit plus des narratifs court terme dans mon portefeuille, un peu de stablecoin. Et allez, 5% pour le trading pour me dire, allez, je m'amuse un peu, je me fais plaisir, je prends des risques. J'attends tes calls. Non, donc voilà pour les cryptos. Après, j'ai investi quand même un petit peu dans l'immobilier. Bon, j'ai un appart en Bretagne, donc voilà, je le loue en LMNP. Donc c'était histoire de diversifier aussi. Et puis sinon, voilà, quand tu montes une boîte, c'est une sorte d'investissement, donc on va se donner un peu là-dedans. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le C'est tour. beau. C'est beau aussi. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi, pour ma part, je pense que je vais vraiment faire pas du tout original parce que crypto aussi, quasiment à fond. Même si je regarde un petit peu des investissements alternatifs, toi ça doit te parler aussi, des investissements sur partie environnementale, etc. Des trucs qui me tiennent plus à cœur. Et puis dans l'écosystème crypto, je suis plutôt exposé à Ethereum, à Polygon, bien entendu. Après, je suis, on va dire, une narrative de tout ce qui touche au ZK, donc ça c'est quelque chose que je regarde particulièrement. À court terme, on va dire qu'on suit aussi tout ce qui est liquidity staking, etc., puisque il y a un vrai sujet avec l'arrivée des prochaines mises à jour sur Ethereum. Donc ça, je regarde ça de près. À court terme aussi, l'écosystème Arbitrum qui bouge pas mal en ce moment, donc ça aussi ça, on va dire, c'est plus des trucs court terme. Sur le long terme, je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes actifs en tête. Tous ceux que tu as cités pour moi. On investit notre temps aussi. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est vrai, c'est le plus grand. Tu sais que j'attends encore un jour une personne qui me dira j'investis dans le temps. Ouais, mais Et tu m'as ôté le... Ah ouais. Bon, En c'est fait- vrai que ça peut paraître... Ouais, en fait, ça j'allais peut- j'allais te dire ça parce que actuellement, bon, vous avez déjà lancé en cours de lancement de certains trucs. Moi, ça fait partie de mes ambitions, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête particulièrement. Mais avant ça, je ne veux pas foncer tête baissée dans quelque chose. Donc ouais, j'allais reprendre un peu ce que tu allais dire, qui est un peu bateau, mais j'investis dans mon temps. Je me forme à tout un tas de différents sujets pour être prêt à me lancer au moment venu. Donc voilà, je ne suis pas encore à votre stade, mais
Mais peut-être que la prochaine fois, je pourrais Mais venir c'est que- avec lui. C'est que Hawks a commencé avec un call d'un pote à nous en disant mec, mes potes ils me font chier pour l'investissement, viens on crée une page Insta, tu vois. Bien sûr. Donc des fois Mais, les opportunités viennent là d'où tu les attends pas Mm. et t'es pas obligé de te lancer la tête baissée directement, tu sais, Ouais. tu peux voir, tu peux sonder le marché, enfin Mm. t'as tout ton Je temps, de trouve- toute façon tu as je seulement trouve que ça, 49 le- ans donc tu peux toute ta vie dans ça. C'est triste. C'est triste parce que je connais pas ton âge. Je 28. pense que je suis le plus jeune d'entre nous. Peut-être quelle année 97. Ah ouais. 98. C'est vrai? Je suis le plus jeune, ouais. Non. Yes, je te jure. Ouais, mais c'est la Russie, ça. Ça t'a- Moi j'ai t'a- pas la barbe donc j'ai même pas, ça même pas encore commencé. T'as les muscles. Mais sur la notion de temps, ouais, je pense que quand on arrive à ces stades-là, même toi, d'autant plus où tu as vraiment plusieurs activités en parallèle, tu te rends compte encore plus de la valeur de ton temps et Et de ta du coup, santé chaque, aussi, hein. ouais, Mm. la pression morale, Mm. etc. Mais du coup, chaque chose que tu fais est calculée en rapport au temps, pas forcément en rapport avec l'argent, je trouve. Moi, je consacre énormément de temps à des trucs qui me rapportent strictement rien, Il mais s'appelle qui me Picsou. mais non, mais C'est après, de la passion in pour fine- moi. in fine, il y aura éventuellement de l'argent, mais j'investis plus dans mon temps que mon argent. Mmh. Pour moi, Ça, c'est parce que je suis pauvre en fait. Mais, pour moi faut mettre son temps dans des choses qui nous excitent et qui nous passionnent et dans lesquelles on voit pas le temps passer parce qu'autrement on se fait chier. Et C'est beau. hashtag ça fait réfléchir. Mais non, mais vraiment, bah, du coup, quand tu fais ça, tout est beaucoup plus simple. Et surtout le faire avec d'autres gens parce que du coup, ça te pousse beaucoup plus loin. Je t'avoue que voilà, les journées sont déjà bien chargées. Mais voilà, le fait de faire de nouvelles choses, ça donne la dalle. Ça pousse. et alors, Et toi, Toi Artem? quels sont tes investissements? Les gars, moi c'est la crypto, pareil, j'ai Shiba. Bitcoin. Exactement comme vous, donc tout ce qui est Shiba, tout ce qui est. Elon, Putain, j'ai pas d'idée, je connais pas les shitcoins. Elon comme Rocket. Tron, Elon comme Rocket 69, vraiment tout pareil. Non, en vrai, Bitcoin Ether, Polygon, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai farm du Lido, mais enfin, c'est des petites quantités, mais j'aime bien Lido. L'écosystème Cosmos, j'aime beaucoup. J'ai fait 2-3 investissements alternatifs. J'ai acheté un puzzle de Daniel Arsham. Enfin voilà, je l'ai acheté C'est sur original. StockX à 100 balles. Il est à 150 actuellement, sauf que je sais que je vais le faire. Donc, pour le moment d'investissement, c'est plus un plaisir. J'ai acheté un Lego qui a pris 50% depuis que je l'ai acheté. Mais pareil, je sais que je vais le faire Lego un jour, valeur je vais pas le refuge. revendre. Non, mais belle diversification. Non, mais si hein, tu veux, c'est- si tu veux, The en new fait, standard. non, mais en fait, l'idée, c'est lorsque tu investis dans des trucs alternatifs, achète des trucs que tu aimes bien. Mm. Parce que au moins, tu es content de les avoir et même si ton investissement ne marche pas, bah, tu n'es pas obligé de le revendre. Bah, moi, c'est pareil, j'achète des trucs là parce que je les trouve stylés et que je me dis, enfin, si aujourd'hui tu me dis je revends le puzzle 1000 balles instantané, bien sûr que je le fais. Enfin, faut être con pour pas le faire. Par contre, si c'est pour me faire 50 € de bénéf, bah, je préfère le faire moi-même et prendre ce plaisir pour m'investir dans le temps. Mmh. Et aujourd'hui, mon investissement principal, bah, c'est Hawk, hein, parce qu'aujourd'hui, même si on a de la trésorerie et qu'on investit dans justement ces lights, par exemple, ces endroits-là, c'est assez cool. Mais derrière, tout mon temps, il passe là-dedans. Et d'ailleurs, juste avant que j'oublie, et avant que ce soit la fin de la vidéo, on devrait juste dire un grand merci à Morning Coworking pour cet endroit totalement cosy Magnifique. et incroyable. Parce que vraiment, on se disait où est-ce qu'on pourrait tourner à 4 en étant assis, en ayant de l'espace, en ayant un décor assez sympa. Et pour le coup, ils sont venus en aide. Et pour le coup, un grand merci à eux. On sera tous les liens dans la description également. Donc voilà. Et donc pour finir sur les investissements, petite pub, en fait c'est pas sponsorisé, mais on remercie les gens qui nous aident. Et non, mais pour le coup, je pense que le plus grand investissement aujourd'hui, c'est la connaissance. Parce que... Et les puzzles. Et les puzzles. Non, en vrai, la connaissance, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que plus je consacre du temps à Hawk, moins j'ai le temps de suivre ou investir par moi-même. Ce qui fait qu'en fait, l'énergie qu'avant, je mettais peut-être dans le trading, enfin, dans l'investissement en crypto, le placement, la recherche de nouvelles plateformes, les airdrops, enfin, tous ces trucs-là. Bah, aujourd'hui, je le mets dans le contenu, dans ce que je suis en train de construire avec mes potes et dans du contenu beaucoup plus qualitatif. Et même si on est en bear market, ça ne nous empêchera pas de faire des contenus qu'on aimera bien
qu'on voudrait continuer à faire. Donc aujourd'hui, c'est ça mes principaux investissements. Et puis ouais, les 2 bouteilles d'eau que vous avez vues, 16 euros. Et du coup, les gars, pour finir, est-ce que vous avez un mot de fin? Bah, merci à toi. Merci à vous, les gars. De nous avoir reçus. Non, c'était très cool. Franchement, pour moi, c'était la première fois. Donc, Ouais, c'est vrai que Helmut c'est qui était à ma Helmut pour la place première, fois. ouais. C'est vrai que c'était donc, compliqué, je pense, de le ramener. Ouais, là, ouais. Enfin, ça depuis la t'aurait coûté cher, Polynésie, ça, peut-être, là. ouais. Ouais, non, donc merci, c'était vraiment très cool. Le lieu est super. Franchement, c'était top. Toujours des Ouais. sujets intéressants. Merci à toi, franchement, belle initiative. Je ne sais refaire. pas si cette initiative serait arrivée aussi vite sans toi. Donc merci pour ça, c'est bon. Non, les gars, moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Et surtout, on va aller se prendre une bière juste après, tous ensemble, comme des potes. Enfin, on n'est pas, Ah ouais? enfin, de base, on n'est pas. Je croyais rentrer, moi. c'est bon. Il a pris la confiance là. Les gars, faut vous le pouvez calmer pas un juste petit faire peu. semblant pour la putain de caméra. Non, mais ça, c'est vrai qu'on s'entend bien et on se voit souvent. Ouais, on C'est se cool. voit souvent, on fait les mêmes choses, on avance dans le même domaine et c'est trop cool de pouvoir faire ça avec vous. Donc, moi, j'ai hâte de l'édition numéro 3. J'espère juste qu'on n'aura pas des choses comme FTX ou Luna à raconter. Le dossier Binance, la prochaine fois, ça va être. Oh non. De toute façon, s'il y a dossier Binance, je pense que là, Il y il y a- aura pas de soin. Il y aura pas de il restera que Vitalik dans l'écosystème de toute façon, c'est tout. En tout cas, les gars, merci à vous d'être Merci venus, à toi. vraiment d'avoir pris votre temps. Vous, tous ceux qui regardez cette vidéo, abonnez-vous sur toutes leurs chaînes, sur tous leurs réseaux sociaux. Il y aura des liens partout. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Abonnez-vous à cette chaîne également. Et on se vous dit à très bientôt. Salut! Ciao. Salut.